Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. On retrouve Bruno Dubois pour la deuxième partie de cet épisode fleuve d'Into the Wind, au moment où il s'apprête à s'installer en France après une carrière à l'étranger, d'abord pour y prendre la tête de North Sails, et ensuite pour devenir le team manager de prestigieuses équipes, que ce soit sur la Volvo Ocean Race, la Coupe de l'America ou SailGP. Et alors à partir de quel moment, du coup, tu viens t'installer au bord du golfe du Morbihan ? Je venais souvent avec Laurent, pour Laurent. Et avec Laurent, on a aussi travaillé sur un autre projet parce qu'on a rencontré à l'époque, en même temps sur le Corel 45, il y avait un gars qui naviguait avec nous qui s'appelait Juan Cuyumidjan. Et donc Juan, qui était un peu un fils spirituel pour Ortwind à l'époque, il propose un IOR 50. C'est pour ceux qui connaîtraient pas forcément, c'est un grand architecte et qui a fait notamment des bateaux de la Volvo, qui a notamment fait Groupama 4 par exemple, entre autres choses. Et un nom exceptionnel, et puis voilà. Il est très bon en Gatier aussi. C'est un très bon en star, très très bon, et surtout c'est une personne qui est capable de, comme on dit en anglais, think out of the box. Et d'ailleurs c'est sa spécialité. Il pense beaucoup en dehors de la boîte, et il a besoin d'avoir des gens autour pour le remettre dans la boîte souvent. Mais il est exceptionnel. Alors en plus il parle très bien. Moi, j'adore. Mais et donc à cette époque-là, il nous fait rencontrer avec Laurent Bourgnon un gars qui s'appelle Frank Pong, qui est un gars de Hong Kong qui a fait fortune dans l'acier. Et le gars veut construire un bateau et il veut construire un bateau qui va s'appeler Maiden of Hong Kong. Donc c'est un monocoque avec des ailes sur les côtés dans lequel il y a des ballasts. Il y a un mât-aile basculant dans lequel il y avait les vérins hydrauliques à l'extérieur des trucs. Construit en Malaisie, et donc un peu gourou technique Laurent Bourgnon avec plein d'idées, et Juan qui fait tout ça. Et donc on a fait des courses là-bas avec son autre bateau, avec Juan Cuyumidjan. On est allé faire ses courses, et un jour on avait fait une fête, on a gagné la course, et puis c'était la China Sea Race, et on arrive aux Philippines, on fait une fête toute la nuit incroyable. On reprend l'avion pour partir à rentrer en France, et c'est un taxi à trois rangées. Et donc moi je suis tout devant. Il y a Laurent Bourgnon et Frank Pong qui sont au milieu, et Juan Cuyu complètement fatigué avec ses lunettes de soleil tout à l'arrière. Et là il y a Frank qui dit à Juan, il dit écoute, j'aimerais bien que mon étrave soit une étrave plongeante pour mon nouveau bateau. Et Juan il dit non. Et puis Frank Pong il se retourne et dit Juan, je suis le client. J'aimerais bien avoir une étrave, d'ailleurs, qui est maintenant pas mal de bateaux, avec des étraves plongeantes. Il dit non, il y aura pas d'étrave plongeante sur mon bateau. Et là, je sens le truc parce que je connaissais un peu Juan. Je dis oh là là, ça va partir en vrille. Je me retourne vers Laurent. Laurent, lui, il adore cette situation-là, donc le grand sourire. Et je dis break, s'il vous plaît. Je passe au-dessus du propriétaire, et je vais derrière, je m'installe à côté de Juan. J'ai dit Juan, si ce bateau ne se fait pas, alors à la voilerie on fera pas de voile, et puis les gens construiront pas, il y aura pas de truc. Et donc il y a eu un moment de tension, et Juan a continué à dire non, il y en aura pas. Et je pense qu'il y en a pas eu vraiment. Enfin, il y a eu un peu, mais il y a eu un mélange entre les deux, mais ça montrait un petit peu
le spectacle quand même, parce que c'est assez exceptionnel. Donc je gérais tout ça, et à cette époque-là, c'était la famille Le Guil qui gérait la Nord Diamond en France. Ils avaient monté un petit truc qui était exceptionnel, mais ils avaient leurs clients. Je pense que le seul client de course de gros multi, c'était la Trinitaine avec Marc Guimot. Mais c'est tout un petit peu. Et à l'époque, Norsels avait fait faillite en fait. Je pense dans les années 96, 97, ils ont fait faillite en France. Donc ils construisaient tout en Angleterre. Ben en France, pourquoi aller faire des voiles en Angleterre, quoi? Juste parce qu'il y a le logo Norsels, ça sert à rien. Donc la famille Le Guil a repris ça, et ils ont commencé à monter le truc, et on était dans la même l'époque où le groupe voulait racheter toutes les franchises. Donc voilà, il y avait l'Espagne déjà qui était rachetée, la Belgique était en train d'être rachetée. Qui était énorme, hein. C'est avec André Nélis, on n'en a pas parlé, mais c'est un de mes, j'avais en Belgique deux idoles que je suivais, André Nélis, qui est un super régatier, et responsable de la voilerie Norsels, et puis Jacques Rogue, qui est devenu après, patron du CIO, mais qui était aussi, finiste. Ok, qui m'a appris qu'il étudiait, quand il a fait des études de docteur, il se mettait au rappel, dans son bureau, et il restait au rappel, et il étudiait comme ça pour faire ses abdos. Donc et il a été parrain de mon bateau aussi pour le Recanor, pour la course autour du monde. Donc j'avais beaucoup d'affection pour Jacques Hiroc, qu'on appelait en Belgique. Donc pour revenir là-dessus, donc on avait je fais 2 ans au Danemark, et là mon patron Iban Anderson dit écoute, si tu veux, plutôt qu'être vendeur et travailler comme tu travailles, si tu veux vraiment faire quelque chose, tu peux devenir manager de Norsels, mais en France. J'ai dit, ouais, mais moi j'ai vendu au patron aux États-Unis, j'ai vendu 2 ans. À mon épouse à l'époque et mes enfants, j'ai vendu 2 ans. Ça veut dire qu'on va aller en France, quoi. Enfin, il va falloir que j'explique ça, quoi. Donc, on vient en France, fin 99. Laurent Bourgnon a arrêté sa carrière. Hélène était en plein dedans. Et je me souviens, je dis à mon épouse, écoute, on va aller en France, on va aller voir. Elle me dit, on peut aller habiter n'importe où sauf à la Trinité. Je veux pas être à la Trinité en face des marins tout le temps. Donc, on avait la voilerie qui était au Cruesty. Donc, je dis, on va faire au mieux. Et j'ai trouvé une maison à Baden. Et puis, quelques années plus tard. Il y a pire endroit. Oui. Bah, à l'époque, on me disait que c'était un endroit de paysan, quoi. Parce que l'endroit où il fallait être, c'est à Radon. Ouais. Ben, j'ai dit, ouais, mais je peux pas acheter quelque chose à Radon. Faut que j'aille ailleurs. Donc, j'étais à Baden, quoi. Une commune très, très chic pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, du coup, je m'installe là, j'achète une maison. Et je me souviens, je trouve une maison, et j'appelle mon patron, je dis j'ai signé pour une maison, mais moi j'ai pas l'argent pour ça. Et il me demande combien ça coûte, combien c'était. Il me dit bon écoute, si t'achètes cette maison-là, tu seras le manager européen avec la maison la moins chère. Donc vas-y, t'inquiète, on va t'envoyer les fonds pour pouvoir Et il m'a aidé pour démarrer ça. Donc Iban Anderson, c'est mon père, quoi, un peu. Je dois avouer que il m'a tout apporté, et pas juste financièrement, mais aussi dans tout ce que j'ai appris, quoi. Donc il y a un truc que j'ai appris énormément avec lui, c'est lead by example. Ok, et ne te reste pas assis, tu fais les trucs. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec lui, et donc je dis on va prendre cette voilerie, et on est au Cruesty, fin fond de Cruesty, dans une voilerie qui ne pouvait physiquement pas recevoir les voiles qu'on voulait faire. À l'époque, le chiffre d'affaires devait tourner autour de 800, 1 million à peu près, la voilerie. Et il faut savoir qu'on l'a amené à, je pense maintenant, ça tourne entre 10 et 15 millions par an. Donc j'avais un plan, et je dis faut que je continue à naviguer, et que je monte ce projet, parce que moi, financièrement, et ma vie, et ma famille, et ça va être très bien comme ça. Donc on a monté première chose que j'ai fait, j'ai appelé Laurent Delage, que je connaissais, qui était chez Elvström. Je lui ai dit, écoute, arrête et viens avec moi en Bretagne. Donc lui, il habitait à Cannes, donc ça va pas être drôle de venir en Bretagne. Et puis j'ai commencé à regarder un peu à gauche à droite pour récupérer du monde. Laurent Mailly, qui avait couru avec moi je lui dis, écoute, viens, j'ai un paquet de voiles à réparer là. Il travaillait en voilerie aussi. Je dis, viens réparer. Il est arrivé avec une petite voiture, une Polo bleue. Tout le monde l'a appelé Polo, alors que ça n'a rien à voir avec son nom. Et il est resté, mais à vie, quoi. Il est dans le sud, mais il est pas reparti. Il a rencontré sa chérie qui travaillait là-bas dans le coin, au Cruesty aussi. Ils se sont mariés, puis ils ont eu des enfants, et donc il est jamais retourné en Belgique. Donc c'était cool.
Et on a monté une équipe. On était chercher Yann Regnault comme dessinateur, qui était chez Technique à l'époque. Et j'ai repris tous les employés qui étaient là, toutes les couturières qui étaient là. Et puis, un jour, je reçois un coup de téléphone de François Goulard et David Robot. Ah, alors ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est le maire de Vannes et à l'époque son directeur de cabinet, qui est le maire actuel. Le maire, qui m'appelle, écoutez, on a appris que vous vouliez bouger, on a des terrains à vous montrer. Et donc, j'en visite quelques-uns, et puis il me montre un à Vannes, à Pointe des Émigrés, à côté de Multiplast, qui construisait son bâtiment. Il y avait VPLP qui construisait son bâtiment en bois, là, et Finot. Et donc là, il dit, j'ai tout ce terrain-là, si vous voulez, vous pouvez le prendre. Et là, je me suis dit, allez, on y va, go. Et là, on va construire notre voilerie, parce que faut savoir que le système Norcels a toujours été que le manager achète sa voilerie et Norcels fait un contrat de location. Et si vous voulez devenir riche, c'est comme ça. C'est le système qu'on monte. Et j'ai toujours vu aux États-Unis le montage comme ça. Sauf que quand j'étais aux États-Unis et au Canada, ils ont décidé de restructurer aux États-Unis. C'est-à-dire couper toutes les voileries et avoir un seul endroit où on construit, c'est au Nevada chez 3DL. Et donc tout s'est fermé. Le Canada, c'est l'usine où on moule les voiles, quoi. On moule les voiles. À l'époque 3DL, et puis il y a eu 3DI. Et donc on fait toutes ces voileries se sont fermées. Donc j'ai vu ça un peu, et moi mon patron me dit mais non, au contraire, toi tu y vas, quoi. Je dis attends, on est en train de tout restructurer, il faut que j'arrive à monter une voilerie qui, dans 5-6 ans, va pas être fermée par le groupe, parce que en France, on sait très bien, c'est un pays communiste où personne ne travaille. Donc c'est vu comme ça de la part des États-Unis. On paye énormément de taxes, il y a personne, on n'est pas du tout productif. Et ça m'a toujours énervé. Je suis pas français, mais ça m'a énervé qu'on pense que c'est tellement caricatural. On fait que grève. Là, je suis en Angleterre la plupart de mon temps. Les Anglais font beaucoup plus grève que les Français en ce moment. Donc du coup, je décide de monter ce truc-là, et je dis à Laurent, il faut qu'on se fasse une voilerie, mais de rêve, quoi. Donc on a pris un bâtiment qui faisait 50 mètres de large, et un plancher qui faisait 48 mètres de large et 30 mètres de profondeur, pour pouvoir y mettre des voiles d'Imoca, parce que j'avais ma vision là-dessus. Je dis, ça va décoller, c'est pas possible qu'on soit que dans de l'Orma avec quelques propriétaires, ça va décoller, il y a quelque chose qui va se passer. Et mon patron, c'est là où justement le génie de Ib Anderson est visionnaire. Il dit, je suis certain que la France va exploser. C'est pas possible qu'on reste un des plus petits pays dans le groupe Norcels au niveau chiffre d'affaires. Donc on se met là-dessus. J'apprends tout avec lui, avec Ib, les rapports financiers, lire une balance sheet, tout, gérer les gens. Parce que on revient sur la Whitbread en 89. Mon gros échec, c'était pas un échec sportif, c'est un échec humain. J'ai eu mon ex-beau-frère à bord, on se parle plus. Il était marié avec ma belle-sœur. Tout ça explose. C'est humainement très très difficile à vivre. Des équipiers qui viennent me trouver, ils disent tout. Pour ton info, on ne naviguera plus jamais avec toi. J'ai été jeté dans cette Whitbread à 27 ans sans avoir les outils. Je ne sais pas comment faire. Et donc cet échec m'a aidé énormément dans le management de Norcels. Et la rencontre avec, au Canada, Hans Faux, puis Larry McDonald, Hélène Michaud, Steve Calder, et puis Jay Hanson, qui était devenu le numéro 2 du groupe. Tous ces gens-là m'ont aidé à me construire. Et puis les 3 mousquetaires au Danemark, énormément aussi, quoi. Mais bon, j'allais encore en Angleterre vendre des voiles, alors qu'il y avait Norcels Angleterre. Ça dérangeait pas mal les Anglais de me voir débarquer et tout ramener en France, quoi. Donc à un certain moment, j'ai décidé de tout ramener en France et de tout faire en France et de pousser à fond pour que on ait une spécificité française de construction de voiles. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les rois du pétrole, c'était quand même Incidence, qui faisait d'abord avec les voiles Panot, puis après avec le D4, c'était les rois du pétrole. Après avec Bertrand Kudenek à Brest, et puis Jean Batte et Charpaille à La Rochelle. Même s'ils se battaient de temps en temps entre eux, en compétitionnaient un peu entre eux, c'était des références. Et donc je me suis toujours dit, tiens, comment faire pour être meilleur qu'eux? Alors on va développer le produit, et 2, il faut que je fasse une structure différente. Je peux pas avoir une structure pyramidale. C'est ancien, s'il y en a un qui part, il y a tout le château qui s'effondre, quoi. Je sais pas comment ça s'est passé quand Jean Batte est parti et Bertrand, mais à mon avis, il y a quand même un aspect de vacuum derrière tout ça. Enfin, ça prend du temps pour remplacer des vedettes comme ça.
Et donc, je me suis dit, je vais essayer de mettre autour de moi des gens qui vont faire monter la voilerie à tous les niveaux. C'est là que j'ai embauché, il y a Greg Evrard qui est venu me rejoindre, Philippe Houlen, qui font maintenant leur carrière de leur côté quand on a arrêté en 2014. Et je me dis, ces gens-là vont avoir des positions. Et Laurent Delage, responsable du design team. Donc, on a monté une équipe qui au fur et à mesure qu'on arrivait à vendre plus et de créer un produit, ben, il prenait de l'importance, quoi. Et alors, on arrive au produit. Donc, on a vu du 3DL. Donc, on fait des Vendée Globe 3DL avec du taffetas. Donc, premièrement, pour Hélène MacArthur. Du coup, Thomas Coville, pas content parce que j'ai pas fait des voiles pour lui. Mike Golding, que je rencontrais, pas content non plus. Et donc, on avait donné une sorte d'exclusivité pour la grand voile à Hélène. Et donc, on est parti sur du 3DL. Et puis, à le Vendée Globe 2008. Et mon pote Steve Calder, qui faisait les voiles de Ericsson sur la Volvo, il me dit, Bruno, on a trouvé un produit extraordinaire. Au lieu de mettre le taffetas à l'extérieur, on va le mettre à l'intérieur. Il n'y a pas d'eau qui rentre là-dedans. Alors, il faut savoir que le taffetas vient aussi d'une expérience négative qui était avec Laurent Bourgnon. Il se préparait pour faire traverser de l'Atlantique, le record de l'Atlantique, et sa grand voile en 3D était complètement délaminé. Donc, il va chez Nursells à Milford aux États-Unis et on met de l'autocollant, du taffetas autocollant des deux côtés. La voile, elle pesait le poids d'un âne mort, mais ça a tenu. Et ça on s'est dit, mais pourquoi on met pas la fibre à l'intérieur et le taffetas à l'extérieur pour faire du offshore? C'est comme ça qu'on a développé les voiles pour Hélène MacArthur. Mais c'était trop lourd. C'était plus léger que des voiles panneaux, mais il fallait qu'on trouve quelque chose de nouveau. Donc on fait tout ça et on se dit, tiens, on va prendre des voiles. J'ai fait toutes les voiles du Vendée Globe avec le taffetas à l'intérieur. Et un jour, un petit peu avant Noël, il y a la Whitbread qui se passe et il y a le Vendée Globe au même moment, la Volvo, pardon, et sur les 70. Et là, il y a Steve Calder qui m'appelle. Je me souviens, je suis à New York pour la Noël. Il me dit, Bruno, je pense qu'on a un problème. Les voiles délaminent parce que le soleil fait dégager un gaz et le taffetas décolle du plastique extérieur. Alors il dit, je te dis ça parce que nous, on va les changer parce qu'il y a l'escale, la prochaine escale. Mais toi, les mecs, ils sont partis faire le Vendée Globe, quoi. Oh là 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 là, Steve, qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Là, je reçois un premier message de Johnny Malbon qui dit, bah non, mes voiles, elles délaminent et tout. Seb Joss, pas de problème, parce que lui, il avait les voiles entièrement peintes. Mais les autres, ils avaient fait juste le nom de leur truc. Non, c'était, je sais plus le nom de Johnny Malbon de son bateau, mais c'était en 2008. La couche de peinture pour la déco protégeait de ça, quoi. C'est un anti-UV. Mais où il n'y avait pas d'anti-UV, ça marchait pas. Dick Afari m'appelle, dit Bruno, j'ai un drôle de truc sur ma chute, là. Elle m'envoie une photo, je dis, oh non, c'est parti. C'est parti. Et au même moment, je suis en réunion des ventes et il y a le 3DI qui avait été développé juste pendant la coupe à Areva, à Valence, avec Alinghi. Et il dit, il faudrait qu'on développe ça, mais il faut qu'on trouve des gens pour le tester, quoi. Donc c'est un tissu où on pose la fibre pareil, mais c'est pas tout à fait la même. Alors techno, le 3DL, c'est un sandwich donc de plastique avec de la fibre et de la colle à l'intérieur. Orienté, quoi. C'est ce que tout le monde fait encore pour le moment. La plupart des gens. Ok, Doyle, c'est ça, c'est du D4, on le fait évoluer, mais ça reste toujours le même principe. Et le 3DI, c'est dire voilà, on retire le plastique, on y met de l'époxy, de la colle. Et non plus de la fibre, mais du filament. Donc tout ce qui était torsadé, on détorse, on met des filaments et on les oriente en fonction des efforts. Et tout ça, ça se met sur le moule, ça se chauffe et d'une manière magique, hop, ça tient ensemble et ça forme des voiles qui ne se déforment beaucoup moins et qui sont beaucoup plus solides que n'importe quoi parce qu'il n'y a pas cette histoire de délaminage puisqu'il n'y a pas de laminage. Et du coup, je me dis Johnny Malbon, à mon avis, il va arrêter. Je le sentais. Il me dit je mets le clignoteur à gauche, je pars en Nouvelle-Zélande comme ça arrive souvent dans le Vendée Globe, malheureusement. Et je lui ai dit, Dick Afari, elle va continuer. Et là, tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus de concurrents. Alors, Seb Joss a un accident, enfin un problème, il doit s'arrêter, mais pas à cause des voiles, mais à cause de son safran. Enfin, je sais pas ce qui était arrivé, je me souviens plus. Mais je dis, mais Dick Afari, elle va pas arrêter. Hein. Elle va arriver s'il lui reste plus que son tour mental. Elle va faire son tour. Hein. Je peux dire, je la connais. Elle va parce que je naviguais pas mal avec elle et avec Mike Golden à l'époque, et c'est une bonne teigne anglaise. Et en fait, elle fait le tour du monde, et je me souviens à l'arrivée, je suis sur un Zod sous le vent du bateau qui passe la ligne d'arrivée, et il y a un hélicoptère derrière,
Tu vois l'hélico à travers la voile. Et là, l'hélico prend des photos. Et à travers la voile, on me voit. Et là, on ne voit, mais il n'y a plus de film, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des fibres qui tiennent comme ça. Donc, elle tenait, mais c'était les fibres Kevlar, il n'y avait plus rien, quoi. Et on me voyait, moi, derrière. J'ai plus cette photo, j'aimerais bien la retrouver. Mais c'est assez exceptionnel. Et là, je vois Bilou, d'ailleurs, au Vendée. Je lui dis, je pense à la catastrophe, je pense que ça va être terminé pour nous. Il dit, oh Bruno, t'inquiète, on a déjà tellement eu de problèmes, des emmerdes dans le milieu de la voile, tu vas voir, ça va fonctionner. Et en fait, tout le monde est revenu en disant, faut rebosser sur autre chose. Et c'est là que le 3DI, on se disait, faut trouver, les Américains nous disent, il faut qu'on trouve un Français fou pour tester le matériel. Et donc là, il y en avait un qui construisait son bateau en Nouvelle-Zélande, c'était Jean-Pierre Duc. Et donc, on lui a dit, et un peu professeur Maboul, qu'on lui a dit, allez, Jean-Pierre, on te refile un J2 ou un J3, je sais plus, et il a pété, puis on l'a réparé avec du Sikaflex. Mais en fait, c'était tout le début du 3DI. C'est venu du problème, non pas, on voulait pas que ça soit élitiste couple américain, mais on voulait l'amener sur du offshore. Si on l'amène sur du offshore, on va pouvoir le mettre sur plein d'autres bateaux. Et le offshore est arrivé grâce au problème du Vendée Globe 2008. Et c'est là le tournant où les anglo-saxons ont commencé à regarder la France en disant, attends, vous êtes en train de changer notre système de tétière, de manière de faire des points d'écoute. Et j'ai une petite anecdote là-dessus, justement sur la Volvo ou Groupama. Et on fait les voiles de Groupama pour la Volvo, et à Franck... c'est avant la monotypie, hein, c'est-à-dire que... C'est avant la monotypie, voilà. C'était les 70, donc là c'était un plan Juan Kay, et Gauthier Sergent, qui était un dessinateur qui travaillait, le patron de Norcel France d'ailleurs, qui présentait ce qu'il voulait faire. Et je me souviens, ils avaient racheté Ericsson 4, il y avait des étrangers, des Suédois qui étaient là, et Franck qui explique ce qu'il veut faire, et il montre la tétière. Il va remplacer une grosse tétière sur Dunspa en titane par un anneau titane, comme on fait sur les Emoca et les multicoques. Et je me souviens des Suédois qui disent, non, ça marche pas. Ça, on peut pas, faut prendre ce qui marche. Et la réflexion de Franck, c'est on fait pas de bateau alors. On garde Ericsson 4 puisque ça marche. Et les mecs, je pense qu'ils ont dégagé le mois d'après. Je sais pas combien de temps après ils sont partis, mais il le raconte dans l'épisode précédent d'Into the Wind. Ouais, c'est sa manière pragmatique de dire non, s'il y a pas de développement, moi je vis pas. Donc faut développer. Et donc on est rentré dans ce jeu-là à créer des tétières intégrées pour que ça aille jusqu'en haut. Et du coup, il y avait Incidence qui faisait la même chose, où nous, on faisait des trucs qu'ils faisaient. On mettait les lattes dans les riz, par exemple, c'est des trucs qu'ils ont développés. Et il y avait une stimulation entre les deux voileries et beaucoup de respect. Moi, Bertrand et Jean-Baptiste, j'ai toujours énormément de respect, même si on s'est bagarré très souvent. Et du coup, du nouveau propriétaire, Monsieur Richaume, qui comprenait plus trop quand il a acheté la voilerie, il dit comment ça se fait que tous ces gens-là sont partis chez Norcel. Et en fait, on a fait un super boulot parce qu'on a récupéré, et c'est pas une question de prix, c'est une question d'engouement des gens. Et je reste persuadé que la voilerie, c'est aussi un métier d'homme et de femme où il faut que ça soit une relation, parce que les gens, ils achètent. Enfin, pourquoi on achète des voiles? C'est un peu du rêve quand même. Donc, à quoi ça sert d'acheter des voiles? Pour aller plus vite, mais pourquoi? Donc il faut que, en tant que vendeur, j'expliquais aux gens, faut que vous embarquiez avec les gens dans leur rêve. C'est claquer 200 000 euros sur une année sur des voiles. Faut être un peu givré quand même quelque part. Donc faut le faire. Le mec, il prend son pied. Un gars comme Eric Maris, je prends son exemple. Il a plusieurs bateaux. Il dépense beaucoup d'argent dans les bateaux, mais il tripe à fond. Et toute son équipe autour de lui l'aide à vivre sa passion. Et faut embarquer là-dedans. Et donc c'est une autre manière de vendre aussi, par rapport à avant. Et à partir de quel moment, est-ce qu'il y a un moment précis où les Américains de North, du groupe du siège, comprennent qu'en France, ce truc un peu où les gens sont un peu fous, font du solitaire, des trucs pas raisonnables, ou comprennent qu'au-delà du gap culturel, il y a un vrai marché et un marché significatif. Il faut savoir qu'à l'époque, on est quand même en compétition, les différents pays, même si on appartient au groupe Norcel Europe. Je suis vice-président du groupe, et John Welsh en Angleterre est vice-président du groupe aussi. On est 2 vice-présidents, mais on est aussi patron de notre voilerie locale. Donc on rachète l'Italie, on rachète même la Nouvelle-Zélande. On fait pas du tout partie de la France, mais on rachète le groupe Norcel Europe avait racheté là. Et donc tout le monde se compétitionnait. Et à la fin de l'année, on se faisait un week-end pour rapporter un peu. Et celui qui gagnait, qui avait le meilleur résultat net, payait à manger à tout le monde. Alors c'est drôle.
Alors moi j'ai beaucoup poussé pour que ça soit le résultat net, arriver à faire comprendre aux anglo-saxons qu'on parle de net. C'est-à-dire que on peut avoir, oui, un chiffre d'affaires important, mais après, surtout au niveau des coûts. Les Américains et les anglo-saxons, même les Danois, ont toujours pensé que c'est pas un pays social-démocrate. La France, c'est plutôt un pays socialiste, avec tout ce que ça coûte. Mais, je dis, vous ne regardez que les négatifs. Regardez le positif, regardez le crédit impôt recherche, regardez tout ce qu'on peut développer en France. Et mon objectif, c'était de développer une voilerie qui innove et pas qui suit un blue book comme tout le monde, quoi. Donc c'est pour ça que tous les trucs de croisière, on les fait peut-être à l'étranger, mais c'est important de garder. Et là, je vois que la voilerie est toujours là, alors que les autres sont fermés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une spécificité. Et là, ils se sont rendus compte. Et puis, ils ont essayé de faire des voiles d'Imoca et de multicoque aux États-Unis. Et ils se sont rendus compte que c'est un champ de bataille. Faut faire plaisir à un tel, et puis l'autre, ben non, moi, je voudrais mon point d'écoute comme ça. Et à partir du moment où on a une voilerie qui écoute et qui fait, ben les coureurs, ils sont contents. Et là, ils ont commencé. Et il faut savoir la fois où j'étais vraiment heureux de voir qu'il y a cette reconnaissance, c'était une réunion des ventes au Portugal. Et c'était je sais pas si vous voyez, dans Lisbonne. À Lisbonne, il y a un time out, c'est un marché. Et en fait, le propriétaire de Norcel est propriétaire de ce marché. Et en fait, il y avait une réunion des ventes. Et j'étais plus chez Norcel, enfin, j'étais plus au quotidien chez Norcel. Et j'arrive, première photo, Sodebo. Après, il y a Hugues Destremo qui appelle son frère, Sébastien, qui faisait le Vendée Globe, en direct. Et chaque département ou de technique, vente, communication, il y avait toujours du français. Et j'ai vu, moi, à ce moment-là, j'ai vu mon ex-propriétaire, Iman Norson, je dis, je pense que j'ai réussi. Je pense que c'est là, on leur a montré que c'était ici que ça se passait. Et il m'a dit, OK. Il dit, tu devrais avoir une médaille ou une statue chez Norcel pour avoir fait ça. Et en fait, maintenant, ça continue. Et les ingénieurs français, donc qui font l'INSA, souvent partent en Nouvelle-Zélande ou travaillent chez Norcel parce que ils font la bascule tout de suite dans toute la partie ingénierie. Et donc, il y a des produits en France qui fait qu'on peut construire des choses. Le fait de ne plus coudre les renforts dans les voiles 3D et coller, c'est ici que ça a été développé. On comprend que c'est une bonne partie de ta vie, hein, une partie importante. Tu vas continuer, comme tout voilier qui se respecte, à beaucoup naviguer à côté. Tu vas naviguer avec, tu l'as dit, avec Ellen MacArthur. Tu vas faire un Jules Verne, une tentative de Jules Verne avec elle. Tu vas naviguer avec Dick Afari. Tu vas naviguer avec Mike Golding. Tu vas faire de Jacques Vabre avec Mike Golding. Et puis, il y a un moment, tu vas faire le rêve que tu avais quand tu étais plus jeune, qui est d'être dirigeant d'une équipe. Raconte-nous, à partir de quel moment tu te dis, bon, bah, la voilerie, elle va continuer sans moi. Et j'ai une opportunité pour devenir patron d'un truc un peu fou sur le papier. L'histoire a été très très belle après, mais sur le papier au départ, ça fait un peu bizarre. J'ai un sponsor chinois, on va faire la Volvo avec des équipiers chinois. Alors, il n'y a pas grand monde qui mettait un ticket au départ. Mais ça vient parce que une bonne partie de tout ce qu'on vient de raconter jusqu'ici va se réunir dans cette histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça vient ? Bon, j'ai des moments d'insomnie quand même à une époque où je me disais, bon, ça fait... Donc j'ai commencé Donc t'es jamais rentré au Canada, du coup, non? Non, je suis resté en France, quoi. Alors on allait au Canada en vacances pour voir la famille, mais on est resté ici. Tout le monde a dû s'adapter. Ma plus âgée est avocate et est devenue, elle est à Paris. Et puis ma plus jeune, elle s'est mariée avec un marin australien. On va en venir dans un truc, mais en fait, j'ai des insomnies un petit peu parce que je me dis bon, ça fait quand même longtemps que je fais la même chose. D'habitude, on passe souvent en tant que marin de projet en projet, donc 6, 7 mois, 1 an, 2 ans, puis il faut qu'on change. Mais là, j'avais toujours Norcel c'est mon fil conducteur. Je revenais là-dessus, donc je faisais développer. Et puis là, on était rendu à un chiffre d'affaires de 13, 14 millions. Ça tourne bien, j'entrevois on fait les voiles de Groupama, je vois comment ça se passe sur la Volvo. Entre-temps, c'était des époques où on pouvait faire Coupe de l'Amérique, Volvo. Les marins, d'ailleurs, faisaient, sur Team New Zealand, ils faisaient les deux. Et j'ai toujours bien aimé parce qu'il y avait la technique comme telle pure de la Coupe de l'Amérique, on apprend énormément de choses. Et puis la Volvo, il y a un peu plus le large, quoi. Tu fais d'ailleurs, en 2002, entre 2005, 2007, 2008, tu fais la 30... je sais plus le combienième,
avec Areva Challenge. Tu t'occupes du programme de voile. Donc, oui, je m'occupe du programme de voile pour Stéphane Candler. Donc, j'étais le patron de la voilerie. Alors, c'était drôle parce que je m'achetais des voiles. En fait, c'était la blague à l'époque. Stéphane, il en rigole encore toujours. Et toute mon équipe, Benoît Briand, Thierry Fouché, tout ça, ils étaient avec moi. Et puis, ils me disaient, mais en fait, finalement, Bruno, tu décides qu'il faut un J1, J2, J3, il en faut 2. Mais finalement, tu t'achètes. Après, tu te mets de l'autre côté de la table. Tu dis, ouais, moi, je voudrais peut-être que je vais vous donner 5%. Et puis, hop, je revenais de l'autre côté. Ok, d'accord, on va donner 5%, on y va. Donc, on faisait cette blague. C'était assez drôle. Et on a fait, Areva, donc, Coupe de l'América. Et puis, on a fait les voiles aussi des autres Areva qui avait eu avant, d'ailleurs. Le défi Areva. Avec Luc. C'est pas la même équipe. Luc Gélusso et Pierre Mas. Et puis avant, il y avait eu aussi, parce qu'on a passé un petit bout, c'est toute la partie K-Challenge avec Ortwin Candler. C'était avec Bertrand Passé, Thierry Péponnet, Luc Gélusso, qui a abouti sur le Sixième Sens. Et Sixième Sens, c'était Henrik Soderlund, qui était donc mon boss au Danemark, qui faisait les voiles, qui dessinait les voiles et on les finissait en France ou au Danemark, je me souviens plus à cette époque-là. C'était cette bascule-là. Donc Ortwin Candler a quand même aidé à faire cette partie-là. Donc la famille Candler est imprégnée dans la coupe depuis un petit bout de temps. Et puis on parlait de quoi, de la Volvo. Oui, pour quand j'ai, un jour mon ami Marc m'appelle, il me dit écoute, Marc Turner, il me dit de nouveau, et il me dit il y a un projet Volvo qui va se faire, parce qu'il avait essayé de monter, on avait quand même été en contact un peu avant pour essayer de monter le projet Abu Dhabi avec Seb Joss, et on n'a pas eu le contrat. Enfin, il n'a pas eu le contrat, moi j'embarquais après dans le truc, mais il n'a pas eu le contrat. Et c'est Jamie Hogg et Ian Walker qui ont eu le contrat de Abu Dhabi pour faire la Volvo Ocean Race en 2012. Et donc là, il me dit, écoute, on est en 2013, fin 2013. Il me dit, écoute, il y a un sponsor chinois qui est en relation directe avec Volvo. Ils sont associés, donc c'est les camions Dongfeng et les camions Volvo sont associés. Et il faudrait, ils cherchent, on va peut-être avec OC Sport obtenir le contrat. Mais je cherche un team manager, par contre c'est du temps plein, donc il n'y a plus de Norsels. Et comme je réfléchissais beaucoup, je dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis encore jeune, ça fait 25 ans que je suis dans la même boîte, ça se fait plus de rester dans la même boîte. Là, ma fille, elle me disait tout le temps, non, pas plus que 3-4 ans, faut changer et tout. Il y a toutes ces générations qui arrivaient. J'ai dit, mais attends, moi, je fais toujours les mêmes choses, quoi. Et du reporting, on faisait de plus en plus de reporting parce que à l'époque, le groupe Norsels était en passe de se vendre. Il y avait des gens, des groupes qui voulaient racheter le groupe Norsels, qui était propriétaire américain avant. Et donc je dis, ça a vendu un fonds d'ailleurs, ça. Hein. Ouais, c'était un fonds privé, enfin un groupe d'investisseurs privés qui ont acheté avec Peter Dubens, en fait, qui est maintenant le propriétaire et qui s'appelle Oakley Capital. Et donc je dis oui à Marc et à Knut Forstad. Je dis ok, laissez-moi quand même 2 semaines pour annoncer ça à Norsels. Et dans ces 2 semaines-là, Norsels se vend. Et donc, il faut qu'on vende 75% de nos parts, tout le monde. Donc, je vends mes parts. Et tous les autres, ils me disent, bah non, nous, on reste, Bruno, et tout. Et en fait, chaque fois que je les revois maintenant, ils me disent, mais Bruno, c'est l'enfer. On fait du reporting 4 fois par semaine et tout. Et toi, tu étais parti faire le tour du monde et faire, donc, voilà, c'est une aparté. Mais, donc, du coup, Marc me dit, voilà, c'est des Chinois. Et il faut une équipe chinoise. J'ai dit, on fait une équipe chinoise, mais il fait de Chine, des Chinois de Chine. Et il me dit, ouais, il faut que on trouve un moyen. On va monter une académie en Chine. On va aller à Sanya. Tu vas voir, c'est génial. Et tu vas créer. On va sélectionner des gens, quoi. Il dit, non, mais tu vas prendre des Français aussi. Tu vas organiser un truc international. Mais il faut au moins 2-3 Chinois à bord chaque fois, quoi. Donc, et on prend qui? Donc, je dis, bah, écoute, t'étais avec Seb Joss, on pourrait reprendre Seb Joss. Et puis, j'appelle Seb, et je dis, écoute, moi, mon rêve serait d'avoir Seb Joss et Charles Caudrelier. Parce que vous êtes un peu ensemble et tout. Et pourquoi Charles? Parce que t'avais une connexion. Ouais, mais ils se connaissaient un peu, ils naviguaient un peu ensemble. Et puis, je pense que c'était un bon mixte. J'avais vu un petit peu, Charles, on se connaissait un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais il était chez Gitana, Jojo. Ouais. Fallait le débaucher de Gitana. Non, ouais. Et mais non, mais il n'était pas. Oui, il y était, mais il y était pas. Il y avait pas son projet Vendée Globe. D'accord. Donc il était sur la fin du mode, je pense. Ouais. Et donc il me dit, mais écoute, je vais pas venir parce que
Gitana m'offre ce projet de Vendée Globe qui est mon rêve et j'ai envie de le faire. Et de l'autre côté, mais prends juste Charles. J'ai dit ouais, mais Charles, je le connaissais de Groupama, il était un peu, pas le second, mais ouais, il était un peu le second de Franck et tout. Et je dis bon ben, et puis j'appelle Charles et je lui dis ben écoute, viens en Angleterre. Il rate presque son avion pour venir en Angleterre et tester le bateau. Il prend le bateau, il part au tapis avec le bateau. Il dit c'est quoi cette merde et tout par rapport au 70 Groupama qui était raide, quoi, qui pouvait attaquer. Alors, il dit après je dis ouais mais tu peux être skipper Charles, donc je fais un peu de vente et tout, puis et puis il le prend, puis il dit ok on va, puis donc il va chercher du monde à gauche à droite, Pascal Bidégori qui arrive, et puis on part faire notre challenge en Chine, quoi. Et là on reçoit de Jeannot, Chine, 2 Sunfast 3200, et on faisait sortir des Chinois qui faisaient du fin, qui faisaient du laser, qui faisaient du 4-7, certains qui avaient jamais vu un winch de leur vie. Un autre qui a fait tomber la baume sur le roof du bateau, exploser le roof, exploser la baume. Là, on est en Chine, faut réparer, quoi. Pas facile à réparer, quoi. On avait un container et on montait notre équipe. Mais on a commencé à monter on habitait dans une marina, qui était quand même pas mal. Au total, on était pas mal. Donc, avec Charles, on avait Marine Derrien, donc maintenant la responsable de l'équipe de Holcim, PRB, qui était nos responsables logistique. Voilà, on avait une équipe qu'on montait qui était la personne avec qui je travaille depuis toujours au niveau technique, c'est Graham Tourelle, Gringo, que je connais de l'époque de Groupe 4 avec Mike Golding, et Cover, je l'ai appris avec moi, il est encore avec moi maintenant avec CLGP, et donc 100% confiance en lui. Voilà, il y avait toute une équipe qu'on montait doucement, et puis Marc voulait qu'on ramène le bateau avec les Chinois depuis la Chine, en passant par le Cap Horn, parce qu'on avait fait avec Hélène, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire là. On a vite fait comprendre à Marc que ça marchait pas. Et il n'a pas été content. Donc on a ramené le bateau en Europe. Et puis on a commencé à naviguer. Parce que le Volvo 65, il était allé en Chine. Ouais. Ah oui. Ah ouais, on a ramené par cargo. On a démarqué à Hong Kong. On l'a amené à Sanya. On a commencé à naviguer là-bas. Et on a fait toute une campagne de 3-4 mois là-bas. Donc, on donnait des cours d'anglais aux Chinois. On a récupéré des jeunes qui avaient très peu d'hygiène au niveau nutritionnel. Fallait partir de zéro, quoi. Et puis, voilà, on était au départ de la Volvo en 2014. Alors, tu vas très très vite, mais il y a un moment où vous doutez quand même? On doute. C'est que non, mais avec Charles, on se rend compte qu'on est quand même rendu dans une aventure assez exceptionnelle, et surtout qu'on part en Chine régulièrement. Et on part en Chine, on voit comment ça se passe là-bas, mais c'est même avant l'époque Eric Tabarly, là-bas, on est à la voile. Il y avait rien dans la marina. Il y avait 2 voiliers, c'est les 2 Sunfast 3002, et puis quelques bateaux à moteur, et puis des places vides, mais dans un endroit qui est super joli. Et en construction. Et donc, on vivait là-dedans, et voilà, on a appris à vivre ensemble. Donc, c'était assez exceptionnel. Et voilà. Au final, vous avez trouvé quelques marins chinois quand même. On a trouvé 4-5 marins chinois. Donc il y avait, alors ils ont tous des noms anglo-saxons, mais c'était pas leur nom. Donc il y avait Black, très jeune, compétent, qui a quitté pendant les entraînements, qui est parti, qui dit non, c'est pas possible. Et 2 mois plus tard, il est revenu parce que il trouvait que Pascal Bidégori, c'était un peu son père, son mentor, quoi. Et c'était génial. C'était de voir ce Chinois, surtout Pascal qui était cash quand même, qui leur expliquait la vie quand même un peu. Donc c'était assez drôle. Il y avait Léo, qui est toujours là. J'ai revu la semaine passée d'ailleurs à Singapour, qui est toujours là, qui est embarqué sur CLGP. Et ces gens-là, donc je les ai gardés. Après il y avait Wolf, qui lui est plus anglo-saxon, qui a étudié en Australie. Et puis voilà, on avait il y avait Horace, qui lui venait vraiment de la base. Il avait une petite école de voile à Shenzhen, dans le sud de la Chine, mais qui avait navigué avec Frank Pong aussi, mais qui est vraiment, les autres c'était des enfants riches chinois, et lui c'était vraiment un fils d'ouvrier. Et donc on avait récupéré ces gens-là. Et il y en avait un autre aussi, un très grand, j'ai oublié son prénom, mais lui il naviguait pas, il était dans l'équipe technique. Et voilà, on fait la leg 0, je pense. Et on fait un virement de bord. 1, on perd un équipier chinois qui passe par-dessus bord. Et 2, on perd une voile. Et là, il y a Charles qui pète. Sous l'œil des caméras. Ah oui, avec Yann Rio qui était à bord comme OBR. Et lui, il filme évidemment s'il fait son boulot, parce que Marc Turner,
faut oublier, c'est qu'il n'y a pas de filtre, quoi. On va à fond dans le truc. Et donc, il filme ça. Et je me souviens de quelqu'un qui avait mis à notre arrivée un Texan sur Facebook. Il met cette équipe ira pas jusqu'à Cape Town. Donc, on doute un peu. C'est sûr que c'est un petit peu compliqué parce que je me dis merde, avec comment est-ce qu'on va faire, quoi, parce qu'il n'y a pas que des Français. Il y a aussi, bon, il y avait un Suédois, il y avait Eric Perron, il y avait Thomas Rouxel à bord. Donc, heureusement, on avait une équipe de base solide pour pouvoir mener le bateau, à la limite, même sans les Chinois. Kevin Escoffier était déjà à bord pour une partie. Et le seul qui a fait la Volvo, c'est Charles, quoi. Qui avait fait la Volvo. Oui, c'est le seul. Et parce que c'est là où Yann Rioux. Oui, Yann Rioux. Parce que Yann Rioux, faut savoir que quand il est arrivé, les Anglo-Saxons ont fait la gueule parce que ils ont dit, mais attends, vous reprenez encore Yann Rioux, il est en charge de la perf. Parce qu'il y avait ce quiproquo avec les... Il dit non, il est un OBR, c'est un on-board reporter. Ah non, il va faire, vous tricher comme avec Groupama, il va s'occuper de la perf. Alors que Yann, pas du tout, il venait basculer. Il avait complètement basculé. Voilà, il n'était plus en charge de la perf et il a fait un boulot exceptionnel. Mais c'est là où tu théorises un petit peu où tu vas à l'encontre justement du modèle anglo-saxon avec ces marins très spécialisés, un numéro 1 ne fait que numéro 1, etc., où tu dis, mais en France, les savoir-faire sont beaucoup plus polyvalents grâce à l'école du solitaire, quoi. En fait, les figaristes, par exemple, savent tout faire. Et sur un bateau comme ça, comme il y a les équipiers chinois notamment, il faut des gens qui soient beaucoup plus polyvalents que dans le modèle anglo-saxon. Mais c'est toi qui le théorise un petit peu. Oui, avec Charles, on monte ça. Et en fait, Kevin, par exemple, il avait sous son aile un ou deux Chinois pour l'aider, pour faire le travail. Horace, il a tout appris avec Kevin. Et puis, on a une équipe technique aussi. Qui nous aide, une super équipe anglo-saxonne et avec quelques Français quand même aussi. Et on commence à préparer le bateau et on a le bateau numéro 1, le bateau que personne ne veut parce qu'il y a eu quelques ratés sur des cloisons. Donc on reçoit, comme on est un peu pas financé par Volvo, mais c'est Dongfeng qui est en relation, une proximité. Donc on dit le bateau chinois, on vous refile le bateau numéro 1 parce que le 2 c'est CA puis les autres prennent après. Donc on fait une première étape qui est honorable, on finit deuxième, je pense. Et finalement, on se rend compte que pendant la course, qu'on peut jouer la gagne, en fait, que on est pas mal. On arrive à l'étape d'Abu Dhabi et là, il y a un clash. Là, il y a un moment où il faut. Charles me dit, non, Marc nous dit 3 Chinois pour arriver en Chine. C'est comme ça. Parce que justement, Marc Chinois à bord. Mark Turner, faut bien se dire aussi, parce qu'on parle du OBR et tout ça, de tout ce qu'il a dans sa tête pour mettre en place la communication, comme il a fait Hélène MacArthur. Faut savoir que pendant le Jules Verne, il avait prévu de mettre des caméras dans les toilettes pour faire Big Brother, quoi, pour qu'on vienne expliquer. C'était Big Brother avant l'heure, quoi. Il avait déjà compris comment le système audiovisuel allait être dans les années. Il est toujours un temps en avance sur tout le monde. Donc, et c'est ça qui était extraordinaire. Par contre, il faut arriver à le comprendre. Quand j'ai commencé avec Dongfeng, il m'a dit, là maintenant, Bruno, il va falloir que tu arrêtes de ne penser que technique. Il va falloir que tu commences à t'intéresser à la communication. Et là, j'ai dit, ok, d'accord. Mon ami me demande de m'occuper de la com, donc c'était pas facile mais lui était en charge de la com. Il avait Lou Newlands avec lui, et puis il avait trouvé une petite jeune anglaise qui s'appelle Amy Monkman, qui était finalement qui est comme lui, c'est think out of the box, quoi. Hein, quand tout le monde pense à quelque chose, lui il est déjà un temps en avance sur elle réfléchissait un peu de cette manière-là. Et donc on arrive à Abu Dhabi et la marque me dit 3 équipiers. Et Charles me dit non. Et là, je me retrouve comme avec Juan Cuyumejan et Franck Pong. Et je suis au milieu, je dis mais qu'est-ce que je fais? Charles se barre de la réunion et Marc il dit si c'est comme ça, Bruno, toi et moi on naviguera avec des Chinois. Et j'ai dit non, moi je vais pas faire l'étape. Marc, c'est terminé ce temps-là. On fait plus ça. Et finalement, de fil en aiguille, on parle avec Knut, on explique un petit peu notre manière de voir. Et la manière de voir de Marc est finalement, après tout le monde retourne chez soi, c'est la Noël, tout le monde se passe, on s'aime bien de toute façon, il n'y a pas de raison qu'on change d'attitude, mais je pense que Marc aime bien les gens qui se tiennent debout, comme Russell Coutts, comme d'autres, des gens qui sont des meneurs et des gens qui ont des visions, et je pense qu'ils aiment pas avoir des yes men autour d'eux, donc il est content quand même de notre décision. On fait l'étape avec, je sais pas si c'était 1 ou 2 Chinois. Mais on gagne l'étape. On gagne l'étape, on arrive en Chine. Qu'une qui a gagné les héros, quoi. Et là, finalement, on remet un peu tous les comptes pendus à l'heure et Charles est content. Donc,
Ça se passe bien. On est chez nous. On arrive à Sagna, en plus où on s'était entraîné. Donc, ça se passe bien. L'équipe tourne bien. On fait l'étape suivante. Et puis après, on arrive en Nouvelle-Zélande. On fait pas une très, très bonne étape, je pense. Et puis après, on reprend l'étape d'après. Et là, on casse le mât. Et là, je commence vraiment à réfléchir, vraiment, parce qu'on avait un budget qui tournait autour de 15 millions. Et où on était, je vais pas dire ric-rac parce qu'il y a des équipes qui avaient moins que nous, mais je pense que je me rendais compte de la limite du système. En tant que team manager, je me dis, il faut qu'on puisse contrôler plus que ce qu'on fait là. Donc on fait l'étape suivante, on arrive, donc on casse le mât, on s'arrête au Cap Horn avec... Ça donne des images, des images extraordinaires, mais un jour, vous devez retrouver le sonore de Pascal Videgori qui annonce qu'il n'y a aucun problème. J'ai regardé la météo, on peut sortir, vas-y Kevin, va dans le mât. Et là, Kevin va dans le mât, et là, il se met à neiger et à tempête. Et c'est resté d'ailleurs... Je pense que j'aime bien le ressortir de temps en temps et j'aimerais bien retrouver cet audio que Kevin et Charles, je suis sûr, ont quelque part dans leur téléphone. Mais chaque fois qu'on le remet, on pleure de rire parce que c'était Pascal, quoi, qui nous disait plus vite. Enfin, il avait des termes qu'il disait en anglais, mais comme il n'était pas tout à fait anglo-saxon, et il y a des fois qui étaient antinomiques, ce qu'il disait, ça marchait pas, quoi. Et on en rigolait. Et comme il est exceptionnel, il le prenait bien. Et il voyait qu'on se foutait de lui quand même un peu, Pascal, dans sa manière. Il a quand même été durant cette régate, cette course autour du monde, je sais pas combien de fois, 3, 4 ou 5 fois, nominé le meilleur navigateur de toute la Volvo Ocean Race. Donc ça mettait un petit peu le niveau du personnage, quoi. Et il était assez paternel, un père un peu pour les Chinois à bord. Il est surnommé Lighthouse, il nous a raconté. Ouais. Donc moi j'étais Old Salty. Après il y avait Albert, notre directeur technique, qui était le Old Salty avec les Chinois. C'est comme ça qu'ils nous appelaient. Et donc du coup on finit. Je pense que aux États-Unis, on n'est pas trop mal. En fait, finalement, on arrive à la fin de cette Volvo Ocean Race à la bagarre pour rester dans le trio, quoi. Il y a Mafrey qui revient très fort. Il y a Brunel devant nous. Il y a Abu Dhabi. Et on dérange. C'est sûr qu'on sent qu'on a une approche qui est un petit peu différente. Et voilà. C'est une autre manière de faire de la voile. Et donc, on finit troisième. Et on finit troisième. Et avant ça, on est à Lorient. Et à Lorient, il y a Charles qui me dit, il y a Franck qui va t'appeler, je pense. Et je dis pourquoi? Il dit à l'escale de Lorient. L'escale de Lorient. Il me dit, c'est au mois de juin, il dit, il va t'appeler parce que, je pense qu'il y a son truc de Coupe de l'Amérique. Donc voilà. Et Franck m'appelle, il me dit, écoute, finis ta Volvo. Donc c'est au mois de juillet, on finissait. Finis ta Volvo, puis viens me voir, tu veux, à Arros, je fais un truc de Nacra, une régate de Nacra à Arros et on peut se parler. Donc j'étais au Danemark après la course. Donc après la Volvo, on était à Gothenburg, on revenait au Danemark, j'étais voir Franck. Donc on finit la course, la Volvo Ocean Race en troisième position. Quand même difficile les relations avec les Chinois. On a quand même deux manières de penser différentes. Moi au début, j'ai dit non, je voulais pas parce que je suis pas un grand fan de ce qui se passe dans ce pays, mais de l'autre côté, je me disais, si je veux mourir moins con, peut-être qu'il faudrait que je comprenne pourquoi je ne suis pas un grand fan. C'est pas juste en regardant Facebook, Twitter, qu'on faut vivre là-bas. Et j'ai découvert des choses exceptionnelles. J'ai trouvé des choses qui me dérangent, et qui me dérangent encore toujours maintenant, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai compris. Et du coup, on fait cette course. Et puis ça se termine, et puis ils disent bon, on refera peut-être une prochaine, mais on n'est pas certain. Mais donc je reviens à Copenhague, je prends le ferry et puis je vais à Arros qui est de l'autre côté et puis je veux voir Franck et puis il me dit voilà, il y a un couple, est-ce que tu veux être le team manager avec moi? Je dis écoute, ouais, j'avais prévu de me reposer, mais ça me plaît vraiment. Alors faut savoir que il y avait Stéphane Guilbeault avant quand même. Enfin, pour moi, je reste toujours persuadé que c'est Stéphane qui a créé Franck Camas, quand même. Et personne d'autre. Ça a été le manager de Franck pendant des années. Tous les gens autour, de la communication, de tous ceux qui sont greffés autour, c'est quand même Stéphane qui a
qui a mis le rythme, qui a montré où il fallait y aller, qui a dégagé les gens, qui a amené des gens à sa manière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et il a créé, il a permis à Franck de s'exprimer, parce que pour faire de la perf et tout ça, et à tenir les gens. C'est un gars qui tient les gens, Steph. C'est le nouveau délégué général de la classe ultime. Maintenant, ouais, c'est génial. C'est génial pour la classe, c'est génial pour lui. Et donc, du coup, je reprends le relais derrière, et puis j'embarque dans un train qui existe avec des gens qui travaillaient avec Stéphane avant, qui travaillent avec Franck. Et je sais que Franck, je vais pas pouvoir le changer. C'est Franck. Donc, je suis venu là pour l'assister, quoi. Pour l'assister dans le management et tout ça. Et c'est comme ça que je l'ai pris, parce que je me suis dit, en faisant ça, je vais apprendre énormément de lui. Il y a des choses que j'apprécierais pas, que je fais pas avec Charles, peut-être, mais voilà. Et Charles m'avait toujours dit, je veux faire une Volvo et avoir le même résultat que Groupama, mais avec une forme différente. Je veux que ça soit plus humain, même si ça devait être très humain, mais bon, c'est deux styles différents, hein, Charles et Franck. Hein. Et je me dis, si j'apprends des deux, c'est extraordinaire. Charles, on a démarré des choses ensemble, mais comme là, je partais dans ma nouvelle fonction qui était de team manager, j'ai dit, il faut que j'apprenne, quoi. Et je vais pas. Enfin, le mieux, c'est d'apprendre avec Franck Camas. Donc je me suis parti du principe, je vais pas m'opposer à Franck parce que il connaît plus que moi et je vais apprendre le plus possible de lui. Et l'enchaînement d'une campagne de Volvo à une campagne de coupe, alors moi ça me dérangeait pas parce que j'avais déjà fait ça dans le passé, et puis chez Norcel je passais d'un client à l'autre et tout. Non, juste la fatigue. Ouais. Bah la fatigue elle est pas trop physique, elle est ouais, non, psychologique, ouais, c'est ça que je veux dire. Et puis familiale aussi. Ouais. Je pense qu'on fait des métiers qui malheureusement ne nous permettent pas de. C'est pas que ça correspond. Enfin, ça ne correspond pas à ce que la société nous demande de fabriquer pour une famille. On en dit tout avec ça. C'est sûr que c'est très dur, quoi, de tenir une famille quand on fait ce métier-là. On met des priorités, on est très égoïste d'une certaine manière parce que pas nécessairement pour nous, mais il y a toute l'équipe. Quand on a avec Dongfeng, on avait 35 personnes, avec la coupe on avait 70 personnes, et faut tout donner pour eux, quoi. Donc j'ai embarqué donc sur cette coupe avec Franck qui me disait voilà, on a un AC45, on va faire ça, on est au mois de juillet, au mois d'août on attaque, on fait ça, tu viens nous rejoindre, on est à Plymouth, et voilà, j'étais dedans, quoi. C'est parti. Et puis, il faut mettre nos bases. Il y a Louis Villa qui est là, il y a plein de monde et tout. Donc, il faut que je m'adapte aussi au design team avec des gens qui sont venus pour Franck, pas pour Bruno Dubois, hein, c'est clair. Hein. Donc, c'est comment. Ouais, donc, on est dans une config totalement différente. Ah oui, j'embarque dans le train, quoi. Et on me dit, tiens, tu vas piloter le train. Mais bon, ils tournent tout seuls avec des gens et tout, et ils ont leur vue, et t'es pas nécessairement. Ouais, je vais pas dire, c'est pas bienvenu, mais c'est pas nécessaire, quoi. Donc j'essaye de m'impliquer le plus que je peux et d'être il y a des gens que je connaissais très bien entendu, comme Thierry Fouché, on a fait des campagnes de Corel 45 ensemble et tout, donc c'était assez bien, et donc ça se passe bien, je pense, hein. Dans l'ensemble, je pense pas qu'il y ait quelque chose, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais aussi mes premières grandes relations avec des sponsors français que j'avais jamais dû faire, vraiment, parce que c'était chinois, et les Chinois, tout se faisait avec Knut et Marc qui discutaient avec eux. Il y avait pas en direct, je les avais pas en direct tout de suite. Moi, ils me regardaient, ils disaient tiens, prends un coup de rouge, et puis allez, on cul sec, quoi. C'est un peu là, on rentrait dans le système chinois, quoi. Et puis sur la coupe, je pouvais pas amener les gens avec qui j'avais travaillé avant, parce que tout était le responsable technique, c'était Ben Wright. Il y avait Martin Fischer dans le design team, il y avait toute l'équipe. Heureusement, Prada, Luna Rossa avait annulé leur campagne, donc on a récupéré bien expliqué, plein de gens qui sont venus nous aider, et puis voilà, et puis on s'est installé aux Bermudes, c'était très bien, et on est resté longtemps aux Bermudes. On a appris beaucoup de choses. À refaire, on le ferait différemment. Enfin, moi, personnellement, j'aurais aimé faire différemment quand on voyait comme ça, mais j'étais pas là pour tout secouer non plus et essayer de changer, quoi. Paradoxalement, dans le dialogue avec les autres équipes de la Coupe, là, par contre, tu connais bien les gens. Il y a Grant Dalton, il y a... là, pour le coup, t'es... Alors là, les discussions sont bonnes. Alors, une des choses que j'aurais aimé faire, mais c'était pas possible parce que c'était déjà démarré, c'est ce qui est arrivé avec Team Japan. On aurait pu avoir le bateau construit par les Américains.
et d'être un petit peu comme on va faire là maintenant, d'être un petit peu, d'utiliser toute la ressource des Américains, parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire, mais d'avoir au moins la base. Et on a perdu beaucoup de temps dans des développements d'hydraulique où on n'avait pas le niveau pour arriver dans les systèmes PLC, on n'avait pas le niveau pour arriver à ce que les autres étaient. Mais au niveau construction, par exemple, notre aile était la meilleure aile de tous les bateaux. Ils sont venus, ils ont fait une analyse de toutes les ailes, et toute l'équipe de design, d'ailleurs, c'est les gars ils sont chez Prada maintenant depuis deux campagnes qui ont dessiné l'aile, et c'était ce qu'il y avait de mieux. Et ça, c'est où Franck est exceptionnel dans tout ça. Tout son travail aéro qu'il avait fait avec Julien Pilate, avec toute l'équipe là, on avait un bateau faut savoir que avant la finale entre les Néo-Zélandais et les Américains, Jimmy Spithill et toute son équipe sont venus dans notre base pour essayer de voir comment ce qu'on avait fait le end plate de l'aile, parce qu'eux, ils en avaient pas. Et on avait fait plein de choses que eux n'avaient pas du tout développées. Mais ce qui nous manquait, c'est probablement du temps sur l'eau. Pas assez de temps et pas assez de mise en compétition des marins pour pouvoir se développer et être au-dessus. Mais Franck a amené l'équipe à un niveau où, voilà, il y en a qui sont, Olivier Lerdan, Mathieu Vandamme sont sur CLGP, et je pense que sans avoir fait ça avec Franck, il ne serait pas à ce niveau-là maintenant sur CLGP. Donc voilà, et puis voilà, Groupama sur une Coupe de l'Amérique, c'est une entreprise associative française qui vend des assurances sur Mutualis, sur de l'international. On pouvait pas imaginer que ça pouvait durer très très longtemps, quoi. Il y a de la frustration quand même sur cette campagne. C'est ce que tu racontes un petit peu, on sent ça un petit peu. J'aurais aimé, je lui en ai déjà parlé, j'aurais aimé quand je vois Glenn Ashby, qui était skipper du bateau, qui gérait l'aile et les fly control, et qu'il mettait Pete Burling à la barre, j'aurais aimé qu'on ait plus de temps pour pouvoir essayer Adam Minoprio à la barre et Franck à l'aile, parce que je pense qu'on aurait été... Mais c'est pas une volonté que Franck ne voulait pas, c'est pas ça. C'est qu'on avait peu de temps. Donc, toutes les minutes que Franck utilisait pour s'entraîner, c'est pour lui, c'est normal. Il est skipper, c'est son sponsor depuis toujours, et là-dedans. Mais si on avait eu plus de moyens et plus de temps pour pouvoir, parce qu'on les a mis en compétition les deux en GC32, mais le GC32 c'est pas un AC50, et essayer ces combinaisons-là aurait été très intéressante. Et on n'avait pas le temps et les moyens de le faire. Donc ça, c'est une petite frustration. Le fait de pouvoir, parce qu'en fait, le patron de l'équipe américaine, c'était Grant Simmer. Grant Simmer, qui est anciennement patron de Norcels, et on se connaît depuis toujours. Et voilà, je l'ai appelé, on a acheté des choses chez eux pour mettre dans notre aile à l'époque. Et on l'a eu parce que je le connaissais. C'est ce que je veux dire, c'est que par contre, au niveau relation avec les autres équipes, au niveau relation institutionnelle avec les organisateurs, là, t'es comme un poisson de l'eau. C'est des gens que tu connais depuis très longtemps. Oui, et là, pour le coup, tes connexions avec le monde anglo-saxon, elles servent à fond, quoi. Là, c'était pas mal parce qu'en fait, on avait aussi, faut savoir qu'en parallèle, Russell Coutts avait décidé de créer un genre de participation agreement où tout le monde signait pour que la prochaine coupe se fasse sur les mêmes bateaux, avec plus de pièces One Design, des ailes One Design, tirées de l'expérience française. Donc nous on disait c'est très bien, et Groupama c'était très bien, c'est une revalorisation de leur bateau, donc on a signé, comme Artemis, comme Hensley, sauf les Kiwis, ils n'ont pas signé. Et en fait les Kiwis nous avaient dit, non, nous on signe pas parce que on veut, ça ressemble à rien. Grant il me disait, regarde, ils sont portants, ils sont prêts, on voit même pas de truc, différence entre les deux, faut remettre des spies, enfin... Là, il y avait une contradiction, mais qui n'était pas technique. C'était une contradiction, une opposition de personnages entre Grant Dalton et Russell Coutts. Et à ce moment-là, Russell, il est arrivé à un moment où il voulait remettre au milieu de la voile tout ce qu'il avait appris. Donc c'est là qu'il a développé toute l'école pour les jeunes aux Bermudes pour les aider à se développer. Il a développé plein de choses qui n'avait rien à voir avec la victoire d'Oracle. Et si vous en parlez avec Philippe Presti, il vous dira que quand Russell a expliqué la sorte de bateau qu'il allait faire, Philippe lui a dit, c'est bon, on est battu, quoi. Il veut tout ce qu'on a développé, il veut le donner à tout le monde, quoi. Donc en le donnant à tout le monde, ça sert à rien, quoi. On va perdre.
Et donc leur mindset c'était plus le même que en 2013, tu vois, ou avant. Donc oui, la relation avec les Anglo-Saxons, j'ai Ben Hensley que je connaissais un peu avant, puis je connaissais des gens qui travaillaient dans l'équipe. Donc les Français, il y a toujours des Français sur la Coupe américaine, dans les design teams, dans les équipes techniques, il y a plein de Français. Plein de Français partout. Il y a une trentaine de Français. Voilà. Et notre objectif, il y a un an, c'était d'aller rechercher tous ces Français, les faire venir chez nous. Et malheureusement, il y a eu ce break un petit peu où malheureusement, ils sont repartis à l'étranger. Mais je désespère pas qu'ils reviennent un jour pour les. Il y en a pas mal qui reviennent quand même maintenant, quoi. Et ça t'a plu ce monde de la coupe, cet écosystème si particulier, puisque tu y retournes, on imagine que c'est comme la Volvo Schönheis, c'est un style de vie. C'est Caroline Brouwer qui expliquait ça très très bien, qui disait que marin hollandais qui a fait le Dongfeng sur lequel on va revenir. La Volvo Schönheis, c'est un style de vie. On peut pas se dire que c'est un travail où on va au boulot. Et la Coupe américaine, c'est la même chose. C'est très demandant. Mais c'est aussi le challenge de management de monter ces projets-là et d'avoir des objectifs qui me plaît. C'est comme monter Norcel, c'est la même chose que faire la Coupe américaine. C'est monter une équipe, avoir des résultats et que ça soit pérenne. Ça, c'est ce qui me plaît, quoi. Alors là, on va avoir une masterclass qui est Dongfeng 2, qui enchaîne directement après la Coupe de l'Amérique avec Groupama. Comment se fait là aussi, t'as pas le temps de respirer Non, pire que ça, c'est que Dongfeng 2 démarre, je pense, au mois d'avril, et la coupe est au mois de mai. Donc je dis à Tiffaine Turluche, qui était travaillé avec nous dans la logistique avec Marine, donc Marine s'en va, elle part voler de ses propres ailes pour faire autre chose. Donc du coup, c'est Tiffaine qui reprend. Et Marc Tenor est devenu patron de la Volvo. Et Marc Tenor est devenu patron de la Volvo. Donc j'ai plus le Marc qui s'occupe de tous les trucs vraiment qui étaient pas agréables avec les sponsors. Et ça passait encore à travers OC Sport, mais qui venait de changer de main, puisque c'était le groupe Telegram qui avait repris, donc ils connaissaient pas. Donc fallait que je gère ça. Mais là, j'étais sur la coupe. Donc du coup, j'ai mis toute l'équipe en place et je leur ai dit, écoutez, vous gérez le temps. Et Charles, j'ai demandé tout de suite à Charles et il m'a dit, écoute, t'inquiète, on gère le temps que tu reviennes. Et donc, on a fini la coupe. Je suis revenu, je sais pas, j'ai dû revenir un vendredi. Lundi, j'étais sur la Volvo. Donc, on avait fini ça propre et tout. On a ramené tous les conteneurs. Louis Via a terminé et j'ai repris Jean-Seb Proto qui était avec nous sur la coupe. J'ai repris avec moi sur la Volvo cette fois-là. Et dès le départ, vous voulez faire les mêmes équipiers, c'est l'épisode 2 ? Non, on avait commencé déjà un peu plus tôt, puisque Charles est allé faire avec un propriétaire chinois la Cinéo Bart. Et là, on dit, tiens, on va faire autrement. Il y a des gens qu'on a rencontrés pendant la Volvo précédente qu'il faudrait qu'on ait avec nous. Alors, il ouvre un truc, il y a Jérémy Billou qui embarque. On a toujours le fameux, le célèbre et l'unique Pascal Bidégori qui embarque à bord. Et puis, il y a là, il s'ouvre au Kiwi. Il dit, tiens, il y a Daryl Wislang, ça serait bien de... Et puis, il y a aussi Stu Bannatyne, qui sont des champions. Il dit, est-ce qu'ils accepteraient de venir avec nous ? C'est des légendes de la Volvo. Oui, oui, c'est des mecs qui ont fait... Bannatyne, il a fait 8 éditions, 7 éditions, c'est comme ça. Et il en a gagné 4. Quoi. Et donc, du coup, on commence à s'ouvrir un petit peu. On commence à regarder, puis on va à une réunion Volvo. Et c'est Marc Tenor qui fait la présentation. Il dit, voilà, j'ai 10 objectifs dans cette course. Il les présente les 10. Donc, c'est 2 femmes à bord. C'est des M32 pour faire des relations de presse, des régates et tout, et amener les sponsors naviguer dans le port plutôt que sur les bateaux. Et il vient avec 10 objectifs. Les team base, c'est-à-dire qu'il en a marre de voir 2 containers avec un bout de tente au-dessus, puis un petit peu ce qu'il y a pour le moment, mais il dit, je veux tout le monde la même chose, ça va coûter très cher, mais je veux des super team base, je veux un paddock de Formule 1. Ok, ça va coûter cher. Et donc, moi, comme je le connais presque par cœur, j'ai dit à Charles, normalement, quand on en présente 10, il y en a 5 qui veut absolument qu'ils passent. Donc, à nous de choisir les 5. Donc, j'ai dit, team base, ils sont commandés, donc ça, c'est sûr et certain qu'il va passer. Les M32, je le vois mal faire demi-tour parce qu'il veut vraiment que venir des extrêmes Sailing Series, d'amener des clients sur l'eau, régater, toucher le ponton, qu'ils aient ce sentiment. Ça va passer. Et à mon avis, les filles,
Ça fera pas de truc. Alors, c'est pas juste Marc, c'est tout son environnement, puisque Marc est quand même marié avec Anne-Cécile Turner, qui devait, à mon avis, lui mettre une pression énorme en lui disant comment ça se fait qu'il y a une course d'hommes blancs entre 35 et 50 ans. Donc, elle lui met, parce qu'elle elle est extraordinaire, non, mais elle a un pouvoir énorme, comme pas sur Marc, mais sur le développement de la voile en général. Et du coup, j'ai dit, Charles. À l'époque, elle est responsable, en gros, elle est responsable RSE de la Volvo. Et oui, c'est elle qui met tout en place, toute la stratégie de. Voilà. Et elle est là. Et donc, comme je la connais bien aussi, je me dis, Charles, ça va pas passer. Et je vois Bob King qui se plaint, Xabi Fernandez qui dit non, c'est n'importe quoi, il y a pas de filles et tout, ça va pas. Et je dis, prenons les meilleurs tout de suite. Donc, on appelle Caroline Brouwer, qui est une légende et qui a fait pas mal de volos, qui était sur SCA. Et puis, on appelle Marie Rioux. Et qui dit bah ouais, je finis la campagne olympique avec Billy, c'était quand même douloureux, Billy était blessé, c'est pas top, je sais pas ce que je vais faire. Après elle embarque, elle tombe sur Pascal Biligori qui a fait tourner en bourrique comme elle veut, et du coup ça fonctionne. Elle a jamais fait de large, hein. Elle a jamais fait, ouais, un petit peu peut-être, mais pas grand chose, et donc ça fonctionne quoi, ça fonctionne bien. Elles sont toutes les deux extraordinaires et on se rend compte qu'on a pris les deux meilleurs sur le marché, enfin quasiment. Il y a aussi, on aurait pu appeler Justine Métro qui avait fait SCA quand même. Mais, dans l'ensemble, on a alors Caroline Brouwer qui parle 6 ou 7 langues, parle parfaitement français, donc ça va bien. Mais après, on fait voilà, il y a les Kiwis qui arrivent quoi. Donc là, on parle français ou on parle non, on va parler anglais quoi. Alors c'est un cinéma extraordinaire. C'était déjà exceptionnel dans le passé, mais là c'est exceptionnel parce qu'on commence des réunions, puis après ça passe à Pascal, il fait passer ça en français tout. Kevin est toujours obligé de le chien de garde de Pascal qui le remet et donc c'est exceptionnel. Et en fait, je me rends compte tout doucement qu'on développe une relation, puisqu'on avait déjà développé une relation avec l'équipe de base dans le passé. Je me rends compte qu'on commence à développer une relation de famille. On a un Facebook, pas un Facebook, on a un WhatsApp commun dans lequel tout le monde, et d'ailleurs qui existe toujours, hein. On met toujours des trucs alors que ça date de longtemps. Et on se rend compte qu'il y a un esprit d'équipe qui commence à. Moi, je le sens qu'il y a quelque chose qui vient. On n'a pas de préparateur mental. On en fait venir un, qui s'appelle Alexis Landais, d'ailleurs, qui travaille avec Kevin maintenant, qui nous donne un coup de main pour mettre des outils en place pour arriver à communiquer, parce que c'est quand même pas facile. C'est une deuxième campagne et il y a la fatigue de recommencer la même chose, quoi. Donc on a, moi entre-temps, j'ai ma fille qui avait décidé d'arrêter, qui avait fait un break dans sa vie à l'âge de 20 ans, qui m'a dit, il faut que je fasse autre chose. Donc ça, c'était la course précédente. Et je lui ai dit, bah, écoute, viens avec moi, tour du monde. Ma femme, elle me regarde à cette époque, elle me dit, mais tu sais que tu lui as proposé de venir faire le tour du monde. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, oui, c'était une blague que tu me disais, mais parce que je viens. Donc elle vient, elle fait toute la course, et à la fin de la course, elle rencontre un jeune qui est un préparateur, qui était coureur, qui s'appelle Jack Boutel. Évidemment, tout le monde était au courant dans l'équipe, sauf moi. Et Jack Boutel, il est navigant sur Dongfeng. Et donc, du coup, il était préparateur technique à un moment. Et puis, Charles, comme il avait fait plusieurs Figaro, il était rendu à 3 Figaro, je pense. Charles l'aimait bien et dit, tiens, viens pour l'étape sur la Chine. On gagne l'étape de la Chine en 2014-2015. Et donc, il fait plusieurs étapes avec nous. Et puis, voilà, il commence à devenir l'amoureux de ma fille, et qui maintenant est son mari. Et ils ont un petit garçon, Isaac. Donc, oui, ils sont en plein dedans. Et Jack est sur 11 Hour Racing pour cette Volvo. Et donc, on embarque sur cette deuxième course. Donc, Charles dit, Jack, tu viens comme à temps plein avec nous. Et du coup, je dis à ma fille, écoute, viens, tu vas encore t'occuper des choses super agréables, c'est-à-dire la nourriture et les vêtements. C'est les choses que les marins préfèrent. Et c'est où il n'y a pas de problème, finalement. Enfin, là, je suis un peu sarcastique parce que tout le monde se plaint en permanence. Donc, elle s'occupe de ça, travaille un petit peu en logistique. Et donc, on remonte cette équipe, mais qui est très familiale, en fait. Et on faisait toujours, avant le départ de chaque course, sur la terrasse de notre team base, on se retrouvait et quasiment tout le monde parlait. Tous les matins, on avait une réunion à 8h où les responsables de département annonçaient un petit peu qui venait, les journalistes. Donc, il y avait Julia Huvet qui était avec nous, qui s'occupait de la com. Et avant chaque étape, on se faisait ce petit truc, dit, merci beaucoup l'équipe technique d'avoir fait le bateau. Charles, essaye de ne pas t'envoyer, le bateau dans la bouée cette fois-ci. Mais toujours avec un petit peu d'ironie et un peu d'humour, parce qu'il y avait Charles a un humour très anglo-saxon, en fait, et très anglais.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des fois, tu vois, Caroline Breuer qui nous disait, j'ai jamais navigué sur un bateau comme ça, avec une équipe comme ça. Et je regardais les gens et les gens avaient les larmes aux yeux, quoi. Et donc, on sentait qu'il y avait ce truc qui construisait, qui est assez exceptionnel. Et pour revenir un petit coup sur l'humour exceptionnel de Charles Caudrelier, dans la Volvo précédente, on gagne l'étape qui arrive à Newport, devant Abu Dhabi, et on a le record de vitesse. Et le prix est remis par Ken Reid, président de Norcels. On est au Yacht Club de New York, avec tous ces gens-là quoi, autour de la table. Establishment de la voile américaine, parce qu'ils sont toujours persuadés que Newport, c'est le centre du monde de la voile, parce que il y a encore des 12 mètres, mais après, pour eux, la vie s'est arrêtée. Et donc, il nous dit, et Kenny dit, mais quelle est ta raison pour laquelle tu vas plus vite que les autres? Et l'autre, avec son humour très décalé, il dit, moi, notre team manager, c'est le manager de Norcel France. Et là, il y a un silence dans la salle. La moitié de la salle est furieux parce qu'ils se disent, ils trichent, hein, parce que on sait bien, les Français trichent, c'est pour ça qu'ils vont vite, parce qu'ils trichent. Donc, ils sont persuadés qu'on a des ronds de guindans différents, qu'on a des voiles différentes, et que comme on a construit toutes les voiles de tous les bateaux monotype à Norcels, à Vannes, et que c'est moi qui les ai vendus, et que je suis le patron de l'équipe chinoise, ils sont persuadés que moi j'ai des voiles différentes. Que nous on a... Et donc l'autre, en douille, il va nous raconter, non, c'est parce que notre manager il est chez Norcels. Et l'autre moitié, dont Sam Davis, qui dit, Charles, je trouve que tu commences à avoir de l'humour anglais. Et la moitié de la salle trouve ça extraordinaire. Et donc il y a cette bataille quand on sort, même le jury, un Français, j'ai oublié son nom, qui est dans le jury, il vient trouver Charles, il dit, je trouve ton humour exécrable. Et le pauvre Charles avec lui, il sourit, il s'en fout carrément. Donc ça c'était dans cette Volvo-là. Et donc on repart, mais on repart sur une Volvo où là on est vu différemment quand même. On a fini 3e, et donc là on a réfléchi avec Charles de comment arriver à structurer une équipe où on a les moyens de nos ambitions. Parce que le sponsor chinois, la première fois, nous avait dit dans le contrat, faut être sur le podium. Super, on finit sur le podium. La seconde fois, ils mettent, vous devez gagner. C'est dans le contrat. C'est dans le contrat. Dans le contrat. Alors moi je dis, on s'en fout. De toute façon, si on gagne pas, on n'ira pas en Chine, ils nous enverront pas au goulag, quoi. Mais c'est dans le contrat. Il faut gagner. Et donc c'est drôle de mettre ça dans un contrat. Et du coup, on part avec des ambitions où on se dit, voilà, il nous faut faut pas que Pascal ait à faire la navigation en permanence à terre aussi quand il arrive. Il faut un Marcel Van Trist. Donc Marcel embarque avec nous. Il nous faut un spécialiste sur le mât. Il faut qu'on ait en permanence à chaque escale quelqu'un qui peut se concentrer sur le mât, sur la préparation. Il nous faut un préparateur mental. On a la bouffe, on doit la préparer autrement. Charles déteste le lyophilisé. Donc Neil McLean, qui était notre préparateur aussi sur la coupe, je l'amène. Et lui, il nous prépare des tables entières avec tous les produits lyophilisés qui existent. Et il propose de faire des menus. Et donc, chaque personne goûte et dit, voilà, moi j'aime bien là le chili con carne. Et lui, il a fait des menus où chacun avait son petit ziploc par jour en disant, voilà, Pascal, aujourd'hui, c'est ce que tu as. Tu as un petit peu de fruits secs là, t'as ton chili con carne. Alors que le voisin, il peut avoir quelque chose de complètement différent. Mais c'était en fonction de la nutrition des gars. Et ça a fonctionné. Alors, c'est très dur à faire. Parce que le plus simple, ce serait d'avoir un gros paquet pour 10 et pour mettre de l'eau. Ouais. Et là, en fait, les gars, ils prenaient leur petit bol bleu là de étanche. Camping-gas. Ils mettaient leur truc là-dedans. Et ils mangeaient quand ils voulaient. Et donc, celui qui est en train de dormir alors qu'on est en train de préparer à manger, il se récupère pas rien ou peu ou quelque chose de froid. Donc, Neil McLean nous avait préparé tout ça d'une manière assez intelligente. Et donc vous êtes un cran dans le niveau de préparation. Et là, on arrive dans une préparation, on se dit, tiens, là, faut vraiment qu'on teste des choses. Et toi, tu gères la relation avec les sponsors chinois, du coup, ou et alors là, je commence à être de plus en plus avec l'équipe de OC Sport et donc du Telegram, donc avec Guillaume Sambla. Avec Guillaume Sambla, on est tous les deux, on gère cette relation avec le sponsor, qui de plus en plus nous demande de plus en plus de résultats, et ils sont en train de créer un nouveau slogan en Chine qui est de Belt and Road. C'est la recréation. Enfin, ils remettent en route la route de la soie quoi, pour du business. Et ils se disent, en faisant du business, on fera pas la guerre. Enfin bon, le business, c'est la guerre. Parce que la manière dont ils vont dans tous les ports, c'est la guerre. Mais bon, ça, nous, on le défend et on pose pas trop de questions. Et donc,
Donc, parce qu'il y a une implication plus tard dans l'avenir dans ces trucs-là, mais donc on part avec une équipe super motivée, super compétente, avec des gens. Enfin, faut savoir que Jérémy, il a fait le tour avec nous et que je vais pas dire qu'il était en compétition avec d'autres, mais que un super marin comme Jérémy, voilà, il n'a pas fait toutes les étapes parce que on pensait qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient être mieux à certaines étapes. Donc on commençait à obtenir ce que je veux dire par là, c'est que le niveau de l'équipage, c'était du très très haut niveau offshore et tout le monde apportait énormément. Et donc, par contre, ça a été dur parce que on a développé des choses soudainement, on était devenus ceux qu'il fallait comparer. Parce qu'on avait notre budget plus tôt, on est passé à 22 millions au lieu de 15. Donc, on pouvait commencer à prévoir, même avoir du profit, de faire les choses bien, des bonus pour les marins, de tout mettre en place correctement avec une team base qui ressemble à quelque chose et vraiment faire un travail d'hospitalité et tout. Donc, on avait monté un gros programme. Et on a commencé à faire des entraînements où là, on a commencé à regarder un petit peu mieux comment utiliser le bateau. Et on est allé s'entraîner avec Mafrey, qui était quand même les deux, Mafrey et nous, qui étaient quand même aussi, qui avaient maintenant de nouveau un gros budget pour attaquer, avec Xabi Fernandez, non plus Iker Martinez, mais Xabi Fernandez, qui avait monté toute son équipe autour, des super bons marins, et on part naviguer chez eux en Espagne, quoi. Et là, on se rend compte qu'on va plus vite qu'eux, quoi. Et on voit des Rob, j'ai oublié son nom, un des anglo-saxons qui aborde Mafrey, qui filme notre équipe quand on est en train de décharger les choses du bateau. Ah oui. Et là, Pascal, il me dit, regarde, ils sont complètement à côté de la plaque, ils pensent qu'on a plus de poids et qu'on va plus vite qu'eux au reaching, sous J0, je pensais. Et en fait, c'était pas du tout ça. Il y a de l'espionnage comme à la coupe, quoi. Ouais, de la même manière. Et Rob Greenall. Et ça nous faisait rire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe, donc Kevin, Pascal, Charles, ils ont trouvé que finalement, on allait plus vite au reaching en ayant moins de quilles. Pas naviguer à 42 degrés de quilles, avec moins. Parce qu'il y avait du tilt et soudainement, le bateau allait plus vite. Mais tout ça, il y avait des sensors sur le bateau. Donc, Volvo Ocean Race, ils sont au courant de ça. Eux, ils voient ça dans leur truc. Dans leur data. Et donc, on prépare et tout. Puis Charles, je me souviens, il dit au gars qui est en charge de tous les... Il y avait un groupe d'experts, là, les fameux experts de Volvo Ocean Race. Ils avaient accès à tout ça. Et Charles leur dit, j'aimerais que vous ne dites rien, quoi. Première étape. Il dit, j'aimerais que vous en parlez pas, parce qu'on a trouvé un truc, les autres n'ont pas. On fait la première étape. Je sais plus si on gagne ou si on fait deuxième. On fait deuxième derrière Mafrey, je pense. Et là, je vois sur Twitter la raison pour laquelle Dongfeng va aussi vite. Il joue avec la quille, blablabla. Ça venait des experts. Donc, première chose que je dois dire à Charles quand il débarque du bateau, c'est Charles, je te préviens, regarde. Je lui montre. Et je me souviens, on est dans le bus, on part à l'immigration, et là, il tape son poing dans la vitre, et là, on a senti tout le bus qui a bougé. Il était furieux. Et là, il est rentré en guerre contre The Ocean Race. Un peu contre Marc, mais Marc n'était plus vraiment dedans, parce qu'on sentait qu'il y a un changement chez Volvo Ocean Race. Et il était furieux. Et donc, on a commencé à devoir gérer un changement d'attitude de l'équipe, qui était comme les leaders, par rapport à The Ocean Race. On commençait à ne moins parler à The Ocean Race, on ne donnait plus nos informations, on était réticents. Et moi, mon objectif, c'était de protéger mon équipe. La confiance était rompue, quoi. Voilà, mon équipe, c'était protéger mon équipe contre les envahisseurs. À tout niveau, hein, au niveau communication et tout, j'ai été, je pense, de temps en temps, j'ai dû remettre des gens en place sérieusement, quoi. Et donc, on fait toute la course autour du monde. Je pense qu'un des moments les plus bas de la course, de toute la course, hein, je pense qu'il y a eu cet accident avec Vestas et Eleven où ils ont touché un bateau pêcheur, il y a eu un disparu. Donc c'était un moment dur de la course à Hong Kong. Et puis aller en Chine, il faisait froid, c'était pas bon. Enfin, la dynamique générale de la Volvo Ocean Race n'était pas bonne. On avait cette étape qui arrivait à Hong Kong, qui était longue au départ de l'Australie, personne n'aimait.
Et Charles, il a vécu ça très très mal. C'est le moment où c'était vraiment pas facile pour Charles. Mais ceci dit, comme on avait créé une équipe, on sentait qu'il fallait que toute l'équipe vienne pas au secours de Charles, mais à l'aide pour que l'équipe survive. Et on a commencé à faire vraiment du travail sur nous, l'équipe. Et on a vraiment commencé à travailler là-dessus à fond à Auckland. Là, à Auckland, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et que si on gardait le problème, on ne gagnerait pas. Alors Charles avait un problème aussi de nutrition. Donc on a changé son système de nutrition, parce qu'il n'aime pas trop le lyophilisé. Et il est, voilà, comme beaucoup de skippers, il est intense. Hein. Moi, la Whitbread, j'ai perdu mes cheveux sur 9 mois. J'ai commencé la Whitbread avec des cheveux, j'avais plus de cheveux. Et en fait, c'est nerveux, quoi. Il y a la responsabilité aussi dans le sud. Et donc, on reprend en main l'équipe à Auckland. Et du coup, le problème, c'était quoi? Il y avait un problème spécifique ou c'était... je pense qu'il y a du doute. Faut pas oublier que Charles, il avait quand même gagné la Volvo avec Groupama. 3e avec Dongfeng. Là, on repart. Il a des enfants qui ont, je sais pas si Max ou sa fille, je sais pas lequel est né au moment où il part sur la Volvo. Ils n'ont jamais connu que Charles sur la Volvo. Donc tout le temps parti. Et comme Charles est un père de famille, il aime l'ambiance familiale, il m'a toujours dit, je veux faire une Volvo, avoir le même résultat que Groupama, mais avoir un esprit de famille de Groupama. Il dit peut-être qu'il n'avait pas tout à fait avec Groupama. Donc il faut qu'on crée ça. Et pour lui, ça le pesait. Donc c'était des moments difficiles dans sa vie d'homme, autre que de marin. Et donc on a retravaillé là-dessus. On a fait une étape dans le sud qui était plus que raisonnable, puisqu'on finit 2e derrière Brunel. Les autres cassent aussi leur mât, cassent des choses et tout. Et là, on est dans le jeu, quand on est premier, on passe entre premier, deuxième. Mais on gagne pas d'étape. On est toujours pas, on gagne rien. On arrive à Newport en tête, on pense qu'on gagne, on est dans la baie, brouillard, la nuit, on se fait passer, on termine 4e. J'ai revu un Charles qui est un peu comme notre arrivée à Lisbonne dans l'édition précédente, on arrive en tête et on se fait passer par tout le monde. Et Charles qui donne une petite claque à la barre et la barre se casse en deux, quoi. Donc il est pas de bonne humeur, et parce que c'est un gagnant, il veut gagner. Et surtout quand tu arrives comme ça dans la baie à Newport et puis que finalement tu termines 4e, c'est un point, là, c'est pas en temps. C'est un point. Donc là, on est toujours 2e. On fait une étape de Newport à Aarhus non pas à Aarhus, on va jusqu'à Gothenburg en Suède. Et là, c'est une étape très dure. On finit 2e ou 3e. On est toujours... Et là, en fait, c'est la dernière étape. Et là, on nous dit, écoutez, vous êtes à 3 bateaux à pouvoir gagner. Donc Maffrey, Brunel et puis les Français, Chinois, Dongfeng. Et là, on se retrouve, je me souviens, c'est des trucs qui m'ont marqué, c'est que les navigateurs étrangers n'avaient pas de Marcel Van Triest avec eux. Donc, parce qu'ils probablement ils gagnaient plus d'argent aussi. Et donc, il dit, on n'a pas besoin, on a pris tout le budget météo, mais on fait tout nous-mêmes. Et je me souviens, Juan Villa qui me disait, je suis fatigué. J'ai fait autant de Volvo, je suis fatigué, quoi. J'ai hâte d'arriver à La Haye. Et nous, on est là avec Marcel, il prépare, et lui, il prépare ses différents scénarios, et puis on se retrouve tous ensemble dans le lobby, et je vois ces navigateurs des différentes équipes qui sont fatigués. Et voilà, même le Kepi, Andrew Cape, qui est sur Brunel, les mecs, ils ont déjà fin de la quarantaine, quoi. C'est dans les dernières Volvo. Et nous, on est là, on se fait un petit travail entre nous, et puis tout le monde dit ce qu'il pense de tout le monde, en bien entendu. Et je me souviens de Jacques Boutel qui se lève, qui dit, écoute, voilà, Kevin, t'es le meilleur équipier d'avion que j'ai jamais vu. Pascal, je pense que j'ai jamais navigué avec un navigateur comme toi. Et ça va comme ça, et ça met un choc dans l'équipe où tout le monde se dit, si on réussit pas là, ça marchera jamais, quoi. Et donc Marcel, il arrive, je me souviens, le grand Marcel, il dit, vous êtes tous des figaristes. Donc, vous avez 2 choix. Soit vous allez tout de suite direct, mais il y a une grande zone, je pense, de pétole, par l'ouest. C'est probablement par là que tout le monde va aller. Ou vous descendez le long du Danemark, et là, vous êtes dans les bancs de sable. Et là, le long de mon pays, la Hollande, les bancs de sable, ils bougent. Donc, on ne sait pas trop où vous allez et comment. Mais si vous allez là, avec les courants et tout le truc, vous êtes dans le temps, vous arrivez 20-25 minutes devant les autres. Et évidemment, comme c'est des figaristes, il dit, nous, on va pas faire comme tout le monde. Donc, on part. Super départ de l'équipe. Donc là, on a, Thierry Bolloré à bord du bateau. Il saute, donc, de Renault. Il saute, on le récupère. On arrive en tête à Aarhus.
On fait un tour du port, hop, on repart vers la Norvège, ils redescendent, toujours en tête. Là, il y a Mafrey qui nous suit. Et puis, Turn the Tide on Plastic aussi avec Nicole Hunven, donc fiariste. Et à un certain moment, et là, il y a un déclic, il y a Mafrey qui dit on suit pas les Français. Il est en panne, il part. Il descend, il part vers l'ouest. Oui, à l'ouest. Ouais. Il part à l'ouest, rejoindre Brunel il part à gauche. Voilà. Et nous, on continue. Et là, je vois les trucs. 5 000 derrière, 30 000 derrière, 50 000 derrière. Ok, c'est terminé. Et là, je suis à La Haye et tout, et je veux plus regarder mon téléphone, je veux plus regarder le truc. Et je me souviens, c'est Franck Camas qui m'appelle, qui me dit Bruno, je pense que ça sent bon. Je dis quoi? Et là, j'ai Ben Schwartz qui est à côté, il dit ouais, Bruno, là, on n'est plus à 50, on est à 40. Et là, c'est long, et là, j'y vois, et je dis putain, c'est pas vrai, quand je dis on part. Et donc, je vois au large, à gauche, un bateau rouge, qui est Mafrey, et AkzoNobel. Et puis, dans le fond, là-bas, je vois un bateau, et je vois notre bateau, quoi. Je dis, c'est pas vrai. Et tout le monde dit, bah, tiens, Bruno, c'est plus 25, c'est 18. Là, c'est 10, Bruno. Et on est devant. Un moment, et là, on a fait l'arrivée. Bon, c'est sûr qu'émotionnellement, c'est extraordinaire dans l'équipe. Pour Charles, je suis tellement heureux pour lui parce que ça a été dur et on arrive tous ensemble comme ça, quoi. Et chaque fois qu'on en parle, c'est un moment d'émotion exceptionnel. Et donc, on se retrouve à La Haye. On décide donc de faire la fête. On a des images exceptionnelles. Tiefen Turluche exceptionnel. Gringo avec la coupe sur sa tête. Il prenait des bouteilles de champagne et en mettait partout. Après, il n'avait plus de bouteilles de champagne, il a pris les extincteurs pour en mettre partout. Et comme j'avais été très dur avec les gens chez Volvo, je suis passé les voir parce qu'ils faisaient un débrief général. Je suis rentré dans une de leurs pièces, il y a eu un silence total. Je pensais que je venais les pourrir parce que ils étaient Mark Turner partant avec une nouvelle organisation. Il y a comme c'est une course sans patron. Et donc, il fallait se protéger parce que sinon, ils vous demandaient de faire des trucs ahurissants, quoi. Et donc, je leur ai dit, je viens m'excuser pour... Voilà, j'étais dur avec vous, mais je vous remerciais. Donc, si vous voulez, venez faire la fête avec nous. Et donc, il y a deux responsables techniques qui s'appellent Coxey et puis Bicey, des Australiens. Et ils me disent, Bruno, mais t'auras pas assez de champagne, quoi. Mais nous, on sait où est le frigo de la Volvo. Et donc, ils ont été chercher toutes les caisses de champagne de la Volvo, du pavillon Volvo, pour les guests Volvo. Tout amené dans notre truc, on a fait la fête. Ma fille s'est cassé le bras. Il y a eu une fête Marie Rio qui était sur le toit qu'on n'arrivait pas à descendre. Enfin, c'était exceptionnel. Et voilà, c'était la fin de la Volvo Ocean Race. À la hauteur de la tension de l'arrivée, quoi. Ouais. Et de nouveau, la même chose. Je me dis bon bah là j'ai donné, faut arrêter. Je vais prendre tout l'été de vacances. Et Mark Turner vient chez moi. Et on est chez moi tranquille. C'est pas bon mais signe. Vraiment 2 semaines plus tard, quoi. Et on se remémore les bons souvenirs et tout ce qu'on a réussi à créer. Et puis, et que lui, bon, voilà, il arrêtait avec le Volvo et que c'était un moment difficile pour lui parce que il a été berné un petit peu dans ce truc. Ça, bon, c'est un autre sujet, mais bon, c'est dommage pour lui. Et il reçoit un coup de téléphone et c'est Russell Coutts qui l'appelle, quoi. Et Russell dit, Marc, qu'est-ce que tu penses de Bruno Dubois? Je vais monter une équipe chinoise. Il pourrait monter une équipe chinoise Et Marc, il dit, de CLGP. Il dit, ouais, il est pas mal, ouais. Donc, il était en face de moi, chez moi. Et donc, c'est ahurissant. C'est comme système. Il dit, tiens, je suis chez lui, je suis en face de lui, quoi. Et donc, du coup, Russell me rappelle, il me dit, si tu veux, viens dans 2 jours, on est à Londres. Et je dis, non, moi, je veux me reposer, quoi. Non, c'est pas grave, viens en septembre. Bon, évidemment, 2 jours après, j'étais à Londres. Et voilà, j'ai embarqué on a monté cette équipe chinoise direct après, donc pas de repos. Ah ouais, c'est intense. Ouais, mais c'est pour ça que je disais que je m'en veux un peu parce que et ce que j'essaye d'apprendre à Jack et à ma fille, c'est de prendre le temps de débriefer sur ce qui s'est passé et comment mieux faire l'avenir. Alors, sur Dongfeng 2, on a pris le temps parce que j'ai fait la coupe j'ai pas fait la coupe pour réfléchir, mais ça m'a permis de faire autre chose pour pouvoir réfléchir comment mieux le faire. Et en fait, je me rends compte que il faut qu'ils prennent du temps pour eux parce que j'ai un peu été une tornade. Les gens pensent que je suis toujours à fond, que j'arrêterai jamais, mais j'y pense sérieusement de plus en plus. Donc du coup, ouais, c'est le GP. Alors, j'allais dire, c'est le dernier chapitre, c'est l'avant-dernier chapitre.
parce qu'il y aura un chapitre coupe encore, mais qu'on a déjà traité. Et donc tu t'embarques dans CLJP China. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Tout à l'heure, tu évoquais la complexité de travailler avec la Chine et aussi, en gros, la politique spéciale. C'est quand même un pays où les libertés sont assez restreintes. Et là, on va toucher, tout ça parce qu'on en a discuté une ou deux fois tous les deux, où justement cette pesanteur va être de plus en plus complexe à gérer. Mais avant, il y a quand même vous allez faire une très bonne première saison, quoi. Oui, donc Russell m'appelle, il te prend des Chinois, donc je récupère les Chinois. Du coup, je récupère toute l'équipe de Dongfeng en fait, les marins, et je récupère l'équipe technique de Dongfeng aussi. Donc je remets cette équipe-là en place, et donc c'est assez facile pour moi pour travailler. On peut remonter tout ça, c'est assez simple. C'était pas prévu parce qu'en fait l'équipe de France, CLGP est déjà en route, en utilisant des gens de l'équipe Dongfeng, et j'étais pas au courant parce qu'ils avaient signé un ND, ils pouvaient pas m'en parler. Donc ils font ça, c'était assez cocasse. Et puis j'embarque avec cette équipe chinoise. Donc je me souviens, j'arrive dans une réunion à Londres et je revois plein de gens que je connaissais, Tom Slingsby, et puis Nathan Aldridge et tous ces gens-là. Et puis je me retourne et je vois Billy Besson et Stéphane Guilbeault qui étaient ensemble pour monter cette équipe française de l'autre côté. Puis on se présente, puis je passe du temps avec Russell, puis voilà, faut monter une équipe chinoise, mais il n'y a pas de sponsor. Donc vous allez avoir le drapeau chinois. Donc on fait cette année, je prends Phil Robertson comme skipper, et on attaque et on apprend énormément. Et il y a des Chinois il y a des Chinois et il y a des grinders sont chinois. Et ça va bien. C'est des mecs qui travaillent physiquement, mais bon, on est un cran en dessous des autres, c'est sûr et certain. On apprend aussi, comme tout le monde, à utiliser ces bateaux-là. Alors qu'il y en avait c'est la première année, c'est la première année. C'est la première année en 2018, mais 2019. Mais il faut savoir qu'il y en avait qui avaient déjà fait la coupe sur ces bateaux-là, donc c'est un peu plus facile. Et on finit 3e de la saison, devant les Français, devant les Américains, devant les Anglais. Donc moi je me dis c'est bien. Et puis il y a une négociation pour la suite. Et puis là les Chinois commencent à dire voilà, vous utilisez le drapeau chinois, faudrait qu'il y ait un manager chinois, faut un skipper chinois, faut un comptable chinois. Et Larry Ellison a dit non, là ça, vous pouvez pas me dire comment je dois faire avec mon argent. Donc il a arrêté, il a donné le bateau aux Espagnols et du coup il m'a demandé dans la foulée, il dit est-ce que tu pourrais reprendre la direction de l'équipe. Toi, t'es quand même le gars française. qui envoie jamais de CV, quoi. On vient toujours te chercher, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas de Wikipédia. Et donc, c'était très, mais non, moi, je pensais partir avec le bateau, avec Phil Robertson, avec les Espagnols. Parce que ça me plaisait, j'aime bien les gens qui étaient là-bas. Et il m'a dit, non, tu vas en France, tu restes en France et, Parce que c'est ce qu'il faut expliquer, peut-être, tout le monde ne l'a pas forcément en tête, c'est que à ce moment-là, une bonne partie des équipes sont financées en direct par Larry Ellison, et donc du coup, il peut décider de qui il met à la tête de chaque équipe, quoi. Ouais. Bah, c'est Russell qui décide. Il avait décidé, donc il a mis Billy à la place, comme skipper et manager de l'équipe, et puis après il y avait tous les autres navigants qui étaient là, Olivier, Devan Le Bihan, il y avait aussi François Morvan, il était coach à l'époque. Il y avait Marie Rioux pour Fly Control, et donc voilà. Ils m'ont demandé d'arriver, de rentrer dans l'équipe. Donc, tu remplaces Stéphane Guilbeault ? Stéphane était parti déjà. D'accord. Non, Billy faisait les deux boulots. Il y avait Tiffaine Turluge qui s'occupait du management de l'équipe. Et quand je suis arrivé, j'ai proposé qu'on fasse un peu tout ensemble. Mais bon, c'est pas facile. Je pense que Tiffaine, elle voyait ça autrement. Donc voilà, il y a du monde qui est parti. Il y a des techniciens. Elle est fleuriste aujourd'hui. Oui. Mais elle avait ça, donc elle préparait ça. Elle avait une super idée derrière la tête. Dans son développement, et puis il y a des techniciens qui sont partis qui voulaient pas travailler avec moi, donc j'arrive avec du monde, mais pas nécessairement m'aimer, donc voilà, les marins, on a fait des changements au début avec Mathieu qui est passé comme régleur d'avant et grinder, et on a mis comment il s'appelle, Lee Macmillan. J'ai fait rentrer un anglo-saxon. Au début c'était Paul Campbell James qui était avec nous, mais il y a eu le Covid, donc on a eu un grand break. Donc le Covid nous a obligés un peu à restructurer tout ça pour aussi au niveau de CLGP, parce qu'on faisait que de la compétition, et après au CLGP on s'est dit on peut pas continuer à chercher des millions pour juste de la compétition. Il faut qu'on ait une raison de vivre, quoi, un purpose, donc voilà, une histoire à raconter, quoi. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et puis voilà, on a fait la saison 2020, et puis voilà, à un certain moment dans la saison 2020, je voyais qu'on n'avançait pas, enfin on est toujours en fait, les autres skippers ne s'occupaient pas du tout de nous, quoi. En fait, quand on demandait à des gens comme Tom Slingsby, est-ce que
quand vous démarrez, quand vous êtes sur l'eau à 50 nœuds, il a un jour fait une entrevue, il dit qui vous regardez? Il dit je regarde Pete Burling, je regarde Ben Hensley. Et le journaliste lui dit, et les autres? Je regarde pas, parce qu'ils vont sûrement faire une erreur à un moment et ils vont être derrière. Donc les Français, les Espagnols ou les Chinois. Et donc là, ça m'a réveillé. Je dis donc ça veut dire qu'ils ont absolument aucun respect par rapport à ce que nous on fait, quoi. Non, il y avait les Japonais aussi qui étaient dans le truc avec Nathan. Donc et il dit on doit faire attention à Phil Robertson un peu parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Champion du monde de match racing, il peut nous faire un truc à bouée de départ et il va nous exploser le bateau. Donc il faut faire attention. Mais les autres, les Danois, les Français, on regarde pas. Donc ça m'a un peu choqué. Et donc j'ai réfléchi et puis voilà, j'ai proposé à Russell de faire un changement. Russell n'était pas content. Et je lui ai dit, voilà, moi j'ai une solution. Russell n'était pas content des résultats des Français. Il dit, putain, vous êtes... C'est ça qu'il faut peut-être raconter, c'est c'est ce que je notais tout à l'heure, c'est qu'on est dans une config qui est très très particulière. Les équipes ne sont pas indépendantes financièrement, elles doivent l'être, elles doivent chercher des sponsors pour le devenir, mais tant qu'elles ne le sont pas, elles sont sous la menace, entre guillemets, des décisions managériales de Russell Coutts, quoi. Ouais, là, il a le contrôle de tout, et donc... Par ailleurs, il a le contrôle fonctionnel et il a le goût du contrôle de tout. Oui, il regarde. Ah oui. Il regarde, regarde ton régleur d'aile, c'est pas bon, voilà ce que tu fais, voilà. Là, vous allez pas assez vite, au portant, faut appuyer, quoi. Alors, et il fait ça pour ça, mais il fait ça aussi sur la taille de l'écran, le bruit de la sono, moi je l'ai vu à Saint-Tropez, hein. Ah oui, il regarde tout. Il regarde tout, et il a son assistante à côté de lui. Et il lui dit non, là à ce moment-là le speaker il doit bien rappeler tel nom, etc. Ah non, mais il a son nez dans tout. Alors c'est bien, c'est pas bien, c'est bien parce qu'il est motivé. Donc c'est comme avec Marc, ou Knut Forsat, c'est des visionnaires. Ils ont un truc, ils vont à fond. Russell va oublier qu'il a fait toutes les coupes d'Amérique, il a oublié ça. Il est non, la coupe c'est n'importe quoi. Mais il est tellement à fond, il est tellement positif dans tout ce qu'il fait qu'on ne peut faire que le suivre. Donc c'est très bien. Donc du coup il pèse quand même sur le management des équipes. Ah ouais, il est en permanence disant voilà les gars ça va pas. Enfin si au niveau vous trouvez pas d'argent et que vous êtes dernier. S'il y a une autre équipe qui rentre, vous dégagez. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui arrive aux Japonais, par exemple. C'est ce qui est arrivé aux Japonais à un certain moment. Donc avant ça, donc du coup, j'ai proposé qu'on change un peu la dynamique de l'équipe. Je pense qu'il fallait qu'on change. Il fallait donner un ultra choc à l'équipe. Donc en 2021, Billy Besson était remplacé par Quentin Delapierre. Voilà. Et donc la grosse question, c'était ouais, mais bon, il est jeune, il a fait les Jeux Olympiques. On fait quoi? J'ai dit ouais, mais attendez, je pense que c'est un bon technicien. Je pense que c'est un bon leader. Je pense qu'on va arriver. Il a fait sa place, Quentin. Il a vraiment montré et expliqué à tout le monde où il voulait être au début et où il voulait arriver après. Comment une décision comme ça se prend? Parce que autant on est habitué dans le management des boîtes à très haut niveau, dans le foot, on est habitué à ça. On en a moins l'habitude dans la voile. Comment une décision comme celle-là se construit et se prend? Ouais, pendant la nuit, je réfléchis, je me dis c'est pas possible. Enfin, c'est arrivé 2-3 fois où je me dis voilà, je me suis réveillé à 4-5 heures du matin en me disant voilà, ma décision est prise, je peux pas continuer. Je sais que je vais faire parler. Il y a des gens en France qui vont dire que je suis n'importe quoi, des journalistes qui vont me critiquer. Mais je veux dire, si on doit tout faire en fonction de ce que les autres pensent, on n'avancera pas. Donc c'est l'objectif, c'est le travail d'un team manager, c'est de trancher quand il faut trancher. Il y en a d'autres qui l'ont fait, hein, dans le milieu des ultimes ou de l'Izimoka, il y en a qui l'ont fait. Et ça, je pense, faut pouvoir trancher. Et Russell, lui, quand il te dit ça va pas, il te dit il faut changer de skipper? Non, il te dit ça va pas. Il me dit putain ça va pas, vous êtes toujours derrière quoi. Et je suis venu avec cette solution et il m'a dit écoute je suis pas arrivé en disant voilà faut changer Billy et mettre Quentin. J'ai essayé de montrer un déroulement sur 2-3 ans où on pourrait aller et comment est-ce qu'on peut développer. Lee Macmillan, on va pas le garder indéfiniment. On va essayer d'être 100% français. On va faire rentrer des jeunes, on va voir comment est-ce qu'on peut. Est-ce que je peux demander aux piliers de l'équipe de prendre leur place de leadership, d'amener des jeunes, tu vois. Et du coup, il m'a dit, ok, je te suis. Et puis, essayons de voir qu'est-ce que Billy peut faire aussi. Et puis, mais il dit, je te suis. Pas de problème, allons-y. Et si je me plante, c'est moi qui dégage après. Hein. Donc, c'est comme ça. Et donc, on a avancé comme ça. Et il y a eu cette histoire du bateau canadien qui est arrivé. Et Russell a dit, on peut pas terminer le bateau canadien. Donc, il y a une équipe qui va dégager. Pour 2 événements, vous inquiétez pas, c'est juste pour 2 événements. Parce qu'après, il y a un nouveau bateau qui arrive. Et en fait, moi, je me suis toujours dit,
2 événements, faut pas rêver, quoi. Ouais. Ils pourraient être Ils viendront jamais. Donc j'ai dit, gars, faut trouver quelque chose. Et avec, c'est là que j'ai rencontré Stéphane. Et je lui ai dit, il faut qu'on investisse dans CLGP. Donc avec Stéphane, on a investi pour avoir des parts dans CLGP. Ah, d'accord. Et dans cette manière-là, soudainement, l'équipe avait un montant financier. Et du coup, Russell a dit, je pense que vous avez un vrai investisseur, donc vous restez. Et c'est Nathan qui était 2e au classement général, mais pas d'avenir vraiment. Pas d'avenir business, quoi. Ouais, qui a dégagé. Et Russell a toujours dit, c'est ceux qui auront le moins bon résultat financier. Et puis j'ai aidé CLGP à faire le bateau suisse, puisque c'est l'ancien Groupama, que j'ai été négocié chez Groupama pour eux. Donc il y a tout ça mis ensemble, que j'essaie de tout faire pour, et c'est un peu la loterie, enfin c'est un peu gamble que j'ai fait un peu. C'était pas avec Stéphane, je sais pas si on avait l'argent pour y aller vraiment, mais j'y étais, quoi. Parce que sinon c'était la survie de l'équipe. Et si on dégageait pour même deux événements, les marins seraient partis faire autre chose. Et du coup on devait recommencer à zéro. Où il y avait peut-être plus d'équipe. Et là il y a plus d'équipe japonaise. Donc voilà. Et c'est comme ça, de par là on a créé une équipe qui est un petit peu dans le style de Dongfeng. En fait, c'est une équipe familiale, là, maintenant, où Quentin arrive à tenir son équipe où tout le monde partage et travaille entre les événements sur d'autres choses, quoi. Et c'est comme ça qu'on progresse. Mais l'arrivée de Kevin fait que Kevin Péponnet et Quentin, c'est un duo, qui peut se comparer à d'autres niveaux, mais à Pete Burling et Blair Tuck, quoi. D'une certaine manière. Et en tout cas, les résultats, pour l'instant, on plaide en faveur, faveur de ces choix-là, quoi. On était 3e, on a été 2e à Singapour à un certain moment parce que les Kiwis ont eu des pénalités, donc soudainement on était passé devant eux. Et là, on n'était pas fait un très bon résultat à Singapour, et donc là, on est passé 4e, un point derrière les Anglais. Mais bon, on se bagarre pour la 3e place pour être en finale, quoi. Et puis il y a eu une première victoire à Cadiz, en Espagne. Où on a essayé des nouvelles choses et qu'on a essayé de mettre encore à Singapour, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc ils ont réussi à gérer. C'est sûr que faire 2e sur des événements, on l'avait déjà fait. Quentin l'avait fait, mais gagner un événement, c'est différent. Et là, on se rend compte de la différence entre le premier et le 2e. Et c'est là où on travaille. Avec Thomas Samuel, préparateur mental, Thierry Douillard, on a compris la dynamique de l'équipe, où il fallait aller et où on veut aller. Et si on veut gagner, on veut pas être 2e, on veut gagner. Et là, c'est une dynamique complètement différente. Il faut savoir que Thomas, il a un paquet de médailles olympiques derrière lui, avec comme préparateur. Il a géré des nageurs, donc Manodou, etc. Il sait comment gérer d'une manière très amicale et bon enfant, et puis familiale. Mais il a une approche très intéressante. J'ai une dernière question, et après on en a fini. Parce que ouais. Ça... c'est ça les longues carrières. Une dernière question, comment est-ce qu'on fait pour gérer une équipe qui est, sauf sur les événements, un peu après, un peu avant, qui est toujours en télétravail? C'est quand même une des caractéristiques majeures de ce projet, c'est que vous n'avez pas de base physique, vous ne vous voyez pas tous les jours, le bateau n'est jamais là, il circule tout le temps aux quatre coins, autour du monde. Comment toi aujourd'hui t'es basé en Angleterre, Quentin il doit habiter du côté de Vannes, je sais pas où il est, mais comment vous faites pour gérer une équipe qui est en permanence à distance et qui du coup ne se retrouve que sur les épreuves, physiquement sur les épreuves? On essaye c'est un problème, c'est sûr et certain qu'on aimerait bien avoir notre base où on se retrouve tous et on fait du sport ensemble. Quentin s'est acheté un motte, François Morvan s'est acheté un motte, Kevin Péponnet. Eux ils sont du Golfe-Morbihan. Non, Kevin Péponnet. Non, pas Kevin, mais les deux, François Morvan et Quentin. Oui, mais Kevin Péponnet, il est de Marseille. Pour montrer le niveau de motivation, il a donné sa démission à Marseille. Sa femme a donné sa démission à Marseille. Ils ont laissé leur maison, leur appartement, pour déménager en Bretagne, pour faire du motte. Avec les deux. À l'ENVSN avec les deux autres. Donc ça, c'est montrer que les gars, ils ont une vision, ils savent où ils veulent aller. Et puis, c'est un problème. J'espère qu'on va pouvoir tous se retrouver un peu plus ensemble. Via le projet de Coupe d'Amérique, ça va nous permettre d'avoir tout le monde à temps plein et non pas une semaine par mois. Donc ça, c'est un des points. Et puis, oui, voilà. Puis j'ai passé beaucoup de temps, parce qu'en parallèle de tout ça,
J'ai fait un master, diplôme, exactement. un master en préparation mentale, et c'est un truc qui me motive énormément, parce que je sais que c'est la solution de passage entre le deuxième et le premier, elle passe par là. Et j'apprends énormément de Thomas Samu. J'ai appris beaucoup des gens avec qui Franck Lecomte, etc., avec qui j'ai travaillé pendant c'était quand même une semaine par mois pendant 1 an, alors que je faisais du CLGP, quoi. Donc pas comme si j'avais rien à faire. Donc, voilà où on en est pour le moment. Bon, Bruno, merci beaucoup d'avoir pris autant de temps pour nous raconter en détail pas uniquement ce qui se passe sur l'eau, mais aussi ce qui se passe à terre, et c'était vraiment super intéressant. C'est quoi la prochaine étape? T'emménages à Barcelone quand? Vous avez pris les Airbnb? Cet été, automne, on va être là. Alors moi, je me suis acheté un bateau de croisière. J'ai acheté le bateau de croisière de Yves Pajot, un catamaran. Et tu vas vivre sur ton bateau et je vais probablement l'amener sur le bateau, parce que c'est un de mes objectifs, de refaire ce que j'ai fait, aller au Brésil et tout, de le faire un peu plus tard. Très bien. Bon, écoute, on te souhaite de bons convoyages jusqu'à Barcelone et bonne préparation pour la coupe. On a hâte de voir ça et de voir tous ces projets-là avancer. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, merci beaucoup. On va faire 2 épisodes. Bon, il est en train de regarder son téléphone en se disant, eh oui. Un peu long. Non, on n'est pas un peu long. Il y a rien à acheter, t'inquiète pas. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, merci à vous. N'hésitez pas à nous dire, comme d'habitude, ce que vous en pensez. On essaye, comme d'habitude, de répondre à tout le monde. Et alors là, c'est incroyable. J'ai beaucoup d'avance sur mes podcasts. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai plein d'épisodes en stock. Mais du coup, je ne sais pas qui est le prochain. Donc, on verra d'ici une quinzaine de jours. Merci Bruno. Bonne continuation. Merci beaucoup. Salut.